Bien. Mes chers collègues, je vous propose de commencer cette audition. Je disais en démarrage que ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés dans cette salle, puisqu'effectivement, hier, on avait une audition commune avec notamment la Commission des Affaires étrangères et la Commission du développement durable et l'aménagement du territoire sur les impacts sécuritaires du dérèglement climatique en Afrique. Audition très intéressante par ailleurs. Et la semaine dernière, alors que nous étions quelques-uns à être avec le ministre en Nouvelle-Calédonie, je crois qu'il n'y avait pas d'audition et vous êtes un certain nombre à être aller visiter Ariane Group au Muro, et j'espère que chacun a apprécié cette visite. Avant d'aborder notre ordre du jour, je voudrais vous solliciter pour la nomination d'un nouveau co-rapporteur pour la mission d'information Défense, Éducation et Culture, puisque le groupe écologiste nous a fait savoir qu'il préférait garder son droit de tirage pour une autre mission d'information, en accord avec le bureau, qui a réattribué cette fonction au groupe La France Insoumise. Je vous propose donc de nommer Martine Etienne comme co-rapporteur de cette mission pour travailler avec notre collègue Christophe Blanchet, qui a déjà été nommé. Il n'y a pas d'opposition, pas de remarques, pas d'abstention concernant cette nomination. Donc Martine Etienne sera co-rapporteur de Christophe Blanchet pour cette mission d'information extrêmement intéressante sur ce rapport entre éducation, culture et défense. Et je pense qu'on sous-estime le rôle de l'éducation et de la culture en matière de défense, mais que ce rôle est extrêmement puissant et nécessite sans doute d'être un peu revivifié. Et effectivement, on aura deux excellents rapporteurs avec des visions qui pourront se compléter sans doute. Nous allons évoquer ce matin, dans le cadre de notre cycle concernant l'Afrique, les enjeux de notre défense en Afrique, alors que, vous le savez, le président de la République a annoncé une réorganisation d'ensemble de notre présence militaire sur le continent africain. Donc, comme vous le savez, dans le cadre de ce cycle, on a une première approche assez multidimensionnelle dans un premier temps, et dans un second temps, on va s'intéresser davantage, de manière plus précise, aux questions sécuritaires, au travers de nos bases, au travers de nos opérations, au travers des opérations de maintien de la paix, au travers du rôle des entreprises de sécurité et de défense. Lors d'une précédente audition, Achille Mbembe avait évoqué devant notre audition l'idée finalement d'un nouveau cycle dans lequel l'Afrique est lancée et a développé l'idée d'une juste distance. Et donc, c'est peut-être un des points que vous pourrez aborder aujourd'hui sur votre appréciation sur les critiques portées sur la politique africaine de la France qui se sont fait jour ces derniers mois avec la multiplication des coups d'État. Pour nous en parler ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir trois chercheurs que je remercie à nouveau pour leur présence aujourd'hui. Monsieur Alain Antil, qui est à ma droite, qui est directeur du Centre Afrique subsaharienne de l'IFRI. Vous êtes spécialiste des questions de sécurité au Sahel. On a d'ailleurs l'occasion d'échanger ensemble depuis de nombreuses années. Vous enseignez à l'Institut d'études politiques de Lille et à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous aurez sans doute à cœur de partager votre analyse sur l'avenir de notre présence au Sahel et en Afrique de l'Ouest, alors que les discours anti-français s'y multiplient. Madame Sonia Le Gouriellec, vous êtes docteur en sciences politiques et maîtresse de conférences à l'Université catholique de Lille. Vos travaux portent principalement sur les problématiques de paix et de sécurité dans la Corne de l'Afrique. Vous pourrez peut-être revenir sur les enjeux propres à la côte Est et à la Corne de l'Afrique, dont on parle moins, mais où les enjeux sont extrêmement important, on l'a encore vu ces derniers jours. Et vous le savez, mes chers collègues, cette partie abrite notamment la base de Djibouti, stratégique pour l'influence de la France dans l'Indo-Pacifique. Notre collègue Jean-Charles Lassonneur y était récemment, et vous savez qu'il y a une renégociation en cours du TCMD. Donc on est là encore vraiment dans l'actualité. Et enfin, Monsieur Abdelnour Benantar, j'espère que je prononce bien votre nom. Vous êtes professeur à l'Université Paris 8, chargé d'enseignement à Sciences Po et chercheur associé à la FRS, la Fondation pour la recherche stratégique. Vos travaux de recherche portent essentiellement sur les questions de sécurité et de défense en Méditerranée et au Maghreb. Alors que la France ne possède pas de base permanente au Maghreb, le discours anti-français n'en sont pas moins présents dans certains États. Aussi, nous serions heureux de vous entendre sur la manière de valoriser davantage l'aspect multidimensionnel de nos partenariats pour contribuer ensemble à la sécurisation de cette région. Voilà, Madame, Messieurs, je vous laisse désormais la parole sans plus tarder sur ces points et puis l'ensemble des sujets que vous souhaiteriez aborder. La parole est à Monsieur Alain Antil, je crois, pour une durée de 10 minutes. Merci d'abord pour cette invitation. Je suis très heureux de partager avec vous quelques
Quelques points de vue sur l'Afrique subsaharienne, et en particulier sur le Sahel et l'Afrique de l'Ouest. Mon propos sera organisé autour de 3 points. Dans un premier temps, je vais revenir sur les évolutions sécuritaires en Afrique de l'Ouest ces derniers mois. Dans un deuxième temps, je vais faire un retour sur la politique française vis-à-vis du Sahel, dont la composante militaire était importante. Et dans un troisième temps, je vais revenir sur les changements géopolitiques qui s'accélèrent dans cette zone comme dans le reste de l'Afrique subsaharienne. L'évolution sécuritaire du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest, on peut le décrire de manière, disons, rapide en quelques points. La situation sécuritaire s'est dégradée depuis les putschs tant au Mali qu'au Burkina Faso et maintenant au Niger. Ça, c'est la première constatation. Donc les pouvoirs militaires ne sont pas en mesure, en tout cas pour l'instant, n'ont pas fait la preuve qu'ils étaient plus efficaces que les pouvoirs civils qu'ils ont renversés. Le nombre d'attaques et de victimes a augmenté ces dernières années dans les 3 pays et on a vu une accélération par exemple sur le Niger très très claire depuis le putsch du 26 juillet. Non seulement on a cette évolution, je dirais chiffrée, qu'on suit à travers des bases de données, mais on voit aussi par exemple qu'au Mali, depuis début du mois de septembre, on a des attaques régulières contre des cibles dures, c'est-à-dire contre des bases militaires maliennes par des groupes djihadistes. Généralement, dans la communication de l'armée malienne, celle-ci dit qu'ils ont repoussé les attaques, mais en réalité, ces attaques ont comme pour but à la fois d'humilier l'armée malienne, mais aussi de récupérer des armements et de repartir de la base. Ce qui finalement arrange le discours officiel qui dit généralement que l'on a repoussé ces attaques. Alors, quelles sont les extensions possibles de ce foyer djihadiste implanté, enfin de ces multiples foyers djihadistes implantés dans le Sahel central, au sud et à partir du sud et de l'ouest malien. On pourrait avoir dans les mois ou dans les années à venir des percées vers la Mauritanie, l'est du Sénégal et le nord de la Guinée. Ce que je dis là sont des conjectures, donc elles peuvent très bien ne pas se réaliser, mais il y a un potentiel d'extension vers ces zones. À partir du sud du Burkina, il y a une extension vers les pays du Golfe de Guinée qui sont déjà, étudiés par de multiples chercheurs. Pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que les percées vers les pays du Golfe de Guinée sont géographiquement très limitées en Côte d'Ivoire, au Ghana et au Togo. Par contre, la situation au Niger, pas au Niger, mais au Bénin, est plus difficile. L'implantation des groupes y est véritable. Les zones touchées par les violences se sont étendues depuis 2 ans. Pour compléter ce tableau, 2 derniers points sur les aspects sécuritaires en Afrique de l'Ouest. Il y a le cas spécifique du Nigeria, où évidemment qui est touché, de nombreux États de cet État confédéré sont touchés par des violences. On a tous en tête évidemment la dynamique Boko Haram, mais au nord-ouest, ces 2 dernières années, le grand problème sécuritaire, c'est la structuration d'armées de bandits dans le nord-ouest, certains États du nord-ouest du pays. Et quand je dis que c'est un véritable problème, on estime qu'il y a au minimum 30 000 bandits qui ont la capacité d'encercler des villes moyennes et de lever le siège quand celles-ci versent un impôt. Donc on est dans une situation, vous voyez, au Sahel, en exagérant à peine, je dirais qu'on peut aujourd'hui partir de la frontière mauritano-malienne et aller jusqu'au lac Tchad
en traversant des zones, en faisant des détours, mais en traversant des zones qui sont pratiquement toutes non contrôlées par les États. Voilà un petit peu ce qui se dessine. Et le dernier point que je voulais évoquer, et ça n'a échappé à personne, et ça a été mentionné par Thomas Gassillou, c'est un affaiblissement, en tout cas une fragilisation des pouvoirs civils. Là, je veux faire une liste de ces 3 dernières années, des putschs et des tentatives de putsch qui ont eu lieu en Afrique de l'Ouest. Au Mali, 2, au Niger, 2, au Burkina Faso, 2, en Guinée-Conakry, en Sierra Leone et Guinée-Bissau. Donc, j'ai additionné, j'ai rassemblé tentatives de putsch avérées et putsch réussis. Donc, on est dans une phase très particulière de fragilisation des pouvoirs civils, avec une tentation des appareils militaires d'intervenir dans le champ politique. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le retour sur le lourd investissement politique français au Sahel. Quand je dis lourd, il a été important du point de vue sécuritaire, mais aussi du point de vue diplomatique. Il y a d'indéniables succès tactiques qui ont été réalisés. On ne le souligne pas assez, mais l'opération Serval a été un grand succès. Ensuite, l'opération Barkhane, qui est beaucoup critiquée, a tout de même permis de durement éprouver les principaux salafistes djihadistes qui étaient présents dans les zones d'intervention, évidemment, de Barkhane. Et l'appui aérien proposé par la France a permis pendant plusieurs années que les groupes armés soient en incapacité de se réunir en grand nombre pour attaquer des cibles dures ou des villes. Avec le retrait du partenaire français, cette couverture aérienne est imparfaitement comblée par les achats de drones que l'on a vus dans les pays sahéliens. Alors, pour revenir maintenant sur des aspects critiques, non pas de Barkhane en tant que tel, mais de la politique française vis-à-vis de cette zone. On voit, et je ne vais pas m'étendre dessus, on pourra revenir dans le débat, une grande difficulté du partenaire français à lire ce qui se passait politiquement chez les partenaires sahéliens. Notamment une incapacité à voir que la présence de Barkhane était de plus en plus impopulaire et aurait à terme un impact politique sur ces pays. Ça, c'était prévisible, ça a été prévu par des chercheurs ou même en interne dans certains ministères. Il y a eu des avertissements, mais ça n'a pas été intégré à la décision politique. Deuxième point de critique, on a aidé des appareils sécuritaires et des régimes qui étaient massivement corrompus. Et on n'a pas vu pendant, et ce n'est pas de la faute de la France évidemment, mais on n'a pas vu pendant cette présence militaire majeure de la France une évolution positive dans les pratiques correctives de ces appareils sécuritaires. Là aussi, je ne développe pas, il y a une littérature là-dessus. Donc à un moment donné, il y avait cette question qui a pas été tout à fait adressée. Troisième point, de critique. Là encore, un problème de lecture de niveau politique, c'est qu'on n'a pas anticipé qu'au Burkina et au Mali, la classe politique qui était au pouvoir, qu'elle soit d'ailleurs civile ou militaire, elle était dans une vision de l'avenir très, très pessimiste, et c'est des gens qui craignent pour la cohésion de leur pays à terme. C'est-à-dire que les appareils d'État contrôlent un territoire de plus en plus restreint, une partie de leur territoire de plus en plus restreint. Aujourd'hui, au Burkina Faso, l'État et son appareil sécuritaire contrôlent peut-être 30 ou 40% du territoire, effectivement,
Et ce sont des régimes qui sont en train enfin, qui imaginent le pire et qui sont capables et qui, à un moment donné, avaient des besoins que la France ne pouvait pas leur offrir, à savoir les livraisons d'armes massives. C'était ça qui était demandé. Et aussi une capacité pour les militaires de passer à des pratiques de contre-insurrection classiques, très brutales et sans droit international humanitaire. Ce que la France ne pouvait accepter, parce qu'elle a été évidemment éminemment critiquée dans les instances internationales, si elle avait appuyé une armée qui faisait des massacres dans des villages. Donc ça, c'était des points. Il y avait une espèce de décalage de plus en plus fort, notamment au Burkina Faso, mais surtout au Mali, sur ces deux points-là. Des demandes qu'on ne pouvait pas adresser parce que pour des raisons politiques internes. Le dernier point que l'on ne mesure pas peut-être encore assez, c'est que la France a évidemment engagé beaucoup de moyens militaires, mais a aussi engagé énormément de moyens diplomatiques pour le Sahel. Et elle a été chef de file de la communauté internationale, et en particulier des Européens, appui au G5 Sahel, création de l'Alliance Sahel, la coalition pour le Sahel, du P3S. Et finalement, tout ça a attiré les Européens à intervenir, notamment dans le cadre de la MINUSMA. Et disons, ce retrait des Français du Sahel, à la demande des Sahéliens, va impacter évidemment le poids de la France dans les institutions européennes, comme leader vis-à-vis du continent africain. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête. Tu veux conclure dans quelques... Oui, oui. La troisième partie sera assez rapide et ramassée. Sur les changements géopolitiques rapides que l'on a actuellement, création de l'Alliance pour le Sahel, l'Alliance des États du Sahel, donc 3 pays du Sahel qui sortent du G5 et qui menacent peut-être à terme l'UEMOA et la CEDEAO. La Russie qui investit massivement politiquement et maintenant militairement dans cette zone. Les Russes ne sont pas instigateurs de ce qui s'est passé politiquement au Sahel, mais ils appuient en armes au soutien contre-insurrectionnel et à la stabilisation, à la protection des régimes maintenant. Ils ont une offre assez complète d'un point de vue sécuritaire. Donc ça, c'est de plus en plus regardé, étudié, apprécié en Afrique subsaharienne. Et je finirai par le point suivant. Si je regarde la presse internationale, je voulais qu'en quelques semaines, il s'est passé des choses quand même assez intéressantes. À l'instigation du Mali, il y a eu un rapprochement entre des officiels russes et des officiels nigériens. On voit depuis la fin novembre, on en a parlé en Russie, de la naissance d'un corps africain, c'est-à-dire d'une partie de l'armée russe qui sera dédiée aux partenaires africains. Pour l'instant, c'est en gestation, mais on a des papiers de presse qui commencent. Le maire de la ville de Thiès, au Sénégal, a enclenché un jumelage avec la ville de Sébastopol en Crimée. L'Ukraine a décidé d'être plus présente en Afrique pour contrer la Russie. Le président biélorusse fait des visites officielles en Afrique subsaharienne, au Kenya et en Guinée équatoriale. Il ne vous échappera pas que la politique africaine de la Biélorussie était pour l'instant, en tout cas pour nous, chercheurs qui sommes faillibles, une espèce d'inconnu. Et enfin, on apprend il y a quelques semaines que la Hongrie va envoyer des soldats au Tchad. Évidemment, je ne dis pas que ces événements que je viens de mentionner sont en cohérence, mais ils dessinent un paysage en évolution rapide qu'il faut prendre en compte. Cet environnement géopolitique change rapidement. Il y a une demande de plus en plus croissante de protection des régimes, donc il faut qu'on se positionne vis-à-vis de ces questions.
Voilà, je pourrais revenir sur chacun des points, évidemment, dans la discussion. Merci beaucoup pour cette intervention. La parole est désormais à Sonia Le Gouriellec. Bonjour, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Je vous remercie de cette invitation à échanger sur la ou les politiques de défense de la France dans la ou les Afriques. Vous l'aviez mentionné lors d'une précédente audition. C'est une question essentielle, importante pour notre pays. La France se retrouve aujourd'hui entre l'embarras de choisir une ligne politique claire et la difficulté de plus en plus forte de peser sur les événements sur le continent. Et il me semble que la question du pourquoi de notre politique en Afrique est souvent moins questionnée que celle du comment nous sommes sur le continent. Or, si la France se pense comme une puissance, elle se doit d'identifier ses intérêts et les valeurs qu'elle souhaite défendre sur le continent africain. Et la cohérence de notre réponse doit se faire également avec nos partenaires sur le continent, comme l'a rappelé Arthur Banga précédemment. Donc je vous propose une réflexion en 3 temps. D'abord, quelques constats généraux, puis l'importance, me semble-t-il, d'avoir des politiques de défense différentes sur le continent africain, et en particulier sur la côte est-africaine, au cœur de grandes transformations du système international aujourd'hui. Et on verra que le paysage se transforme beaucoup, comme tu viens aussi de le rappeler, Alain, avec qui je partage les éléments qui viennent d'être présentés. Alors, il semblerait que nous assistons effectivement à un rejet à l'Ouest, en tout cas, et une impasse pour notre politique de défense. Toutes les questions, toutes les actions de la France sont soupçonnées d'être des instruments d'impérialisme, de néocolonialisme. Ce sont des termes qui reviennent fréquemment. Et plus globalement, nous parlons d'un continent à la population très jeune qui exprime de différentes façons la démocratie et l'importance pour elle de défendre ses droits. Les entités qui se reconnaissent dans ce que parfois on appelle le Sud global ou les Suds dénoncent des discours à double standard des Occidentaux. Une forme de néo-souverainisme est ainsi portée par les pays du Sud global et en Afrique en particulier, qui invoquent le principe d'équivalence morale. Les interventions militaires au Sahel, en Libye avant, en Irak, etc., sont dénoncées comme de l'ingérence et vécues dans ces pays, et notamment chez les jeunes, comme une manifestation d'un impérialisme occidental sur les questions internationales. Alors ce dernier point rejoint également un sentiment parfois d'humiliation qu'on retrouve beaucoup dans les discours de nombreux pays qui estiment perdre une partie de leur souveraineté en se soumettant aux politiques des institutions financières internationales ou du droit international, comme tu l'as rappelé, et donc on les forcerait à répondre à des conditionnalités politiques que des pays comme la Russie ou la Chine ne leur demandent pas nécessairement. Et l'une des réponses de la France est de diluer sa présence en ayant une empreinte plus discrète, de multilatéraliser, d'européaniser, pour légitimer le maintien de sa présence et ses intérêts propres. Pourtant, il me semble important de penser notre politique de défense sur le continent au pluriel, puisque l'Afrique est un continent très grand, avec des dynamiques parfois très différentes. Et donc, il me semble qu'il faut avoir des politiques de défense. Et ce que je semble identifier comme peut-être un trou dans la raquette, entre guillemets, c'est que j'inviterais à l'ouverture hors du champ traditionnel, francophone ou Afrique de l'Ouest, etc. Ça n'est pas nouveau, on le fait de plus en plus, notamment dans le domaine économique, mais l'idée, c'est de corréler capacité militaire et intérêts économiques. Nous devons clairement identifier nos intérêts pour les défendre. Quels sont-ils à l'Est ? Je dirais effectivement l'Indo-Pacifique, qui est une priorité, qui a été déclarée comme une priorité, mais souvent la côte est africaine est délaissée dans cette stratégie. La France dans l'Union européenne peut être pourtant une nation cadre pour porter le projet Indo-Pacifique, puisque depuis le Brexit, les territoires ultramarins de l'Union européenne sont à 95% français. La liberté de circulation, elle ne vous aura pas échappé, notamment en mer Rouge, est une priorité. Et aujourd'hui, l'enjeu qu'on voit s'y dérouler, c'est une exportation, aussi une affirmation du conflit israélo-palestinien, avec, vous l'avez vu ces dernières semaines et ces derniers jours, voire ces dernières heures, des attaques outils sur des navires, notamment des navires commerciaux ou pétroliers sur la mer Rouge, que la présence française a permis de protéger certains navires et la présence américaine également.
Vous avez de nombreux acteurs qui cherchent aujourd'hui à contrôler la mer Rouge, que ce soit les ports de la mer Rouge, et on retrouve principalement les Émirats arabes unis qui contrôlent une partie de ces ports, les pays du Golfe en général, et il me semble qu'il ne faut pas, si on a une ambition pour l'Indo-Pacifique, délaisser cet espace et le laisser également à la Chine, qui est très présente, puisque la Corne de l'Afrique fait partie des routes maritimes de la fameuse initiative Belt and Road Initiative lancée en 2013, et que la Chine est présente à Djibouti militairement depuis 2017, l'idée étant d'intégrer cette région donc, dans les routes de la soie, et notamment derrière Djibouti et son million d'habitants, ce sont les 120 millions d'habitants de l'Éthiopie, plus largement, si on prend la COMESA, plus de 500 millions d'habitants. Donc c'est ça qu'il y a aussi derrière. La Russie montre aussi un intérêt particulier pour la mer Rouge. On a beaucoup parlé d'une possible présence au Soudan. Aujourd'hui, les rapprochements qu'on voit se faire, c'est avec l'Érythrée, puisqu'il y a eu également un accord entre Sébastopol, un agreement entre Sébastopol et le port de Massawa en Érythrée. Et je vous rappelle que l'Érythrée est un des derniers États totalitaires du monde et qui est un trublion de la Corne de l'Afrique et très certainement un des grands, Isaias Afwerki, son président, un des grands gagnants des transformations et des conflits qui ont eu lieu dans la Corne de l'Afrique et notamment en Éthiopie les 3 dernières années. Donc, je pense qu'il faut prêter un œil aussi particulier à ce qui se passe en Érythrée, qui est à la frontière djiboutienne. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est que Djibouti est notre pivot et est un centre important pour la France, et nous aurons sûrement des annonces demain, ou je ne sais pas quand, sur le traité qui est en train d'être négocié. Or, il semble que notre présence a parfois été un peu questionnée, ce qui est un paradoxe, puisque nous sommes dans une période où tout le monde arrive dans la Corne de l'Afrique et tout le monde arrive à Djibouti. Donc, il peut être étonnant de se questionner sur notre présence, puisque Djibouti est un facteur de puissance pour la France. C'est une puissance pour la France et pour être une puissance souveraine. Et c'est un acteur qui nous permet d'être un acteur de sécurité aussi dans l'océan Indien. Puisque je vous rappelle que contrairement à l'océan Atlantique, la liberté de navigation y est plus menacée que dans l'océan Atlantique. Vous avez à la fois la problématique de la piraterie, même si elle a beaucoup baissé, voire il n'y a presque plus d'actes de piraterie. Mais comme je vous l'ai expliqué, pour la mer Rouge, je crois qu'on revient à une guerre de course, puisque les Iraniens seraient a priori très fortement derrière le soutien et le matériel que les Houthis possèdent pour attaquer les navires. Mais on observe également du trafic d'armes, du trafic d'opiacés, etc., dans la région. Et ce qui est intéressant, contrairement à l'Afrique de l'Ouest, c'est que la France a un avantage concurrentiel dans la région et ne subit pas encore le fardeau de l'histoire. Je ne crois pas qu'il y ait beaucoup de sentiments anti-français encore à Djibouti ou dans la Corne de l'Afrique. Donc, il semble essentiel de conserver une présence militaire dans cet espace, puisque c'est aussi une zone d'appui pour organiser des opérations pour sécuriser les Français et les Européens, comme on l'a vu pour évacuer les personnes qui étaient au Soudan. La limite de cette approche et de l'importance qu'a la Corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Est, c'est que nous sommes aussi dans une région avec de nombreux conflits, une instabilité forte. Je vous rappelle que nous avons des régimes très forts dans la région, qu'il y a une transition politique qui est entamée depuis 2020, que ce soit en Éthiopie, dans quelques années sûrement à Djibouti, et que donc il faut que la France se positionne aussi avec ces transformations. L'Éthiopie, qui est la puissance régionale. Nous avons beaucoup de craintes en tant que chercheurs sur l'évolution de la situation en Éthiopie. Certains juristes ont évoqué une politique génocidaire du Premier ministre Abiy Ahmed, détenteur du prix Nobel de la paix, contre la population tigréenne. Et si un accord de paix a été trouvé l'année dernière, le conflit est loin d'être terminé, puisqu'il semble compliqué d'établir une justice à la suite de ce conflit. Et les armes ne se sont pas tues, puisque le conflit perdure avec les Amharas, donc une partie de la population, dans ce pays. Donc la situation est très critique en Éthiopie. Et je vous rappelle, ça intéresse en particulier les Français, qu'Abiy Ahmed a émis son souhait d'avoir un accès à la mer Rouge et un accès à la mer en général. Or, le pays est enclavé et donc tous les voisins de l'Éthiopie se sont interrogés sur cette demande, puisque ça pourrait viser aussi Djibouti. Déjà en 2015, l'ancien Premier ministre éthiopien disait qu'il fallait aller au-delà de l'intégration économique avec Djibouti et aller vers une intégration politique,
ce qui avait beaucoup inquiété les Djiboutiens. Et donc les derniers propos et déclarations d'Abiy Ahmed et sa vision de la puissance éthiopienne comme ayant un accès à la mer peut inquiéter les Érythréens, les Djiboutiens, les Somaliens, etc. C'est un peu les limites et les questions à se poser dans les années qui viennent. Alors effectivement, la pandémie, le recul de la démocratie sur le continent africain et en Afrique de l'Est en particulier, dans le monde, et les changements climatiques également, modifient radicalement le contexte. Le Nord, nous ne sommes plus nécessairement entendus lorsque nous défendons la démocratie, parce que les défaillances de nos propres démocraties ne rendent plus audible ce discours auprès notamment d'une certaine jeunesse en Afrique et dans la Corne de l'Afrique. Et nous sommes au défi aujourd'hui de répondre à un autre récit qui est proposé au Sud global, qui ambitionne une émancipation de toute forme de domination en proposant de nouvelles formes de convergence et l'instauration d'un ordre international différent, et notamment de proposer un ordre international politique, financier, commercial alternatif ou complémentaire à celui qui existe actuellement. Et les limites de ce nouvel arrangement sont claires. C'est une manipulation parfois de ce récit par des acteurs qui ont des ambitions hégémoniques, je pense à la Chine et à la Russie, qui mettent en récit ces revendications du Sud global et proposent des modèles alternatifs. Et leur audience est de plus en plus importante, notamment depuis la guerre en Ukraine. Donc je conclurai juste en disant qu'il me semble important, et on pourra y revenir, de penser l'Afrique dans sa diversité, d'avoir des politiques de défense, de ne pas le voir comme un bloc homogène. Les Afriques sont pleinement entrées dans le XXIe siècle et ont intégré largement le système international et les dynamiques du système international. À nous de faire de même avec notre politique ou nos politiques africaines et de les entrer dans le XXIe siècle. Sénèque nous disait que les vents ne sont favorables qu'à celui qui sait où il va. Et il me semble que nous devons conserver cet adage en tête. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention qui appellera sans doute beaucoup de questions. La parole est désormais à Monsieur Abdenour Benantar pour nous parler davantage du Maghreb. Après l'Afrique de l'Ouest, après la Corne de l'Afrique, on revient un peu plus au nord-ouest. Merci Monsieur le Président. Bonjour Madame, Messieurs. Alors, mes propos vont donc concerner essentiellement le Maghreb, mais je commencerai par quelques remarques d'ordre général, des remarques préliminaires. La première, je commencerai par une question: intervenir, ne pas intervenir, agir, ne pas agir, telle est la question. Et je pense que la France a intérêt à intégrer un dilemme structurel dans sa politique africaine, qui est, à mon sens, identique à celui des États-Unis d'Amérique, première puissance mondiale. Et ce dilemme est le suivant. Je parle en l'occurrence de la France, lorsqu'elle intervient, on lui reproche son néocolonialisme, et lorsqu'elle n'intervient pas, on lui reproche de ne pas assumer ses responsabilités d'ancienne puissance coloniale. Et donc, elle agit ou elle n'agit pas, dans les deux cas de figure, à les critiquer. Donc, parfois, il vaut mieux agir. Alors, concernant le Maghreb, les relations franco-maghrébines sont très complexes et ne peuvent être appréhendées d'un seul angle. Les différents angles sont interliés et donc il est très difficile de dissocier, par exemple, les aléas de la relation politique franco-algérienne ou algéro-française, dissocier les aspects défense et sécurité des aléas politiques, comme le démontre l'ouverture, puis la fermeture, puis encore à nouveau l'ouverture de l'espace aérien aux forces armées françaises. Donc cette problématique-là doit être appréhendée dans son ensemble. Alors, je voudrais m'attarder davantage sur les spécificités du Maghreb dans ses relations avec la rive nord, mais dans sa propre, j'allais dire, sphère maghrébine, intermaghrébine. Le premier point, c'est cette relation un peu complexe entre les deux rives de la Méditerranée. Je résumerai ça par une sorte de proximité importante et immédiate, y compris humaine et culturelle, et une distanciation stratégique. En termes de perception stratégique, le Maghreb est toujours mis à distance. Donc il faudra mener une réflexion, et je vais y revenir sur cette question un peu plus tard de perception. Le deuxième
Deuxième point, en tout cas qui est dans mon intervention, mais qui concerne davantage le Maghreb, c'est la configuration sécuritaire au Maghreb. J'emploie davantage la notion de sécurité que celle de défense, puisque la sécurité est plus large que la défense. Donc la défense se limite traditionnellement à la protection du territoire national. Or, la sécurité donc conçoit l'idée qu'il peut y avoir des menaces qui touchent à la sécurité nationale, mais se trouvent à des milliers de kilomètres du territoire national. Donc, au Maghreb, la configuration sécuritaire se résume ainsi l'absence de menaces stratégiques, donc des menaces d'ordre existentiel. Aucun État ne perçoit son voisin comme une menace à sa survie. C'est le principe de base en matière de sécurité, c'est la survie. Ça, c'est le premier point. Le second point, c'est les insécurités au Maghreb sont essentiellement la conséquence de la faiblesse des États et non de la puissance des États, comme c'est le cas un peu partout d'ailleurs en Afrique. Et elles sont aussi le résultat de l'intervention en Libye. Toute intervention est vecteur par définition vecteur d'instabilité. Donc l'intervention en Libye a moyen-orientalisé le Maghreb. Le Maghreb a toujours été une zone beaucoup plus stable que le Moyen-Orient et l'intervention en Libye a mis à mal cette spécificité maghrébine. Le troisième point qui concerne le Maghreb, c'est la problématique des relations algéro-marocaines et pour ce qui relève de la défense et de la sécurité, évidemment, l'armement. Les deux pays s'arment depuis au moins une vingtaine d'années à un rythme très accéléré, en l'absence de, justement, c'est ça la question, en l'absence de menaces existentielles, les budgets de défense sont colossaux. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai eu l'occasion de travailler là-dessus, donc sur ces problématiques-là, mais il n'en demeure pas moins que les déterminants de cet armement est d'ordre local. Il est lié à la relation, à cette tension, rivalité structurelle entre les deux pays. Il ne concerne en aucun cas la rive nord ou d'autres pays de la région. D'ailleurs, les logiques dans ces pays qui ne sont pas des puissances majeures, les logiques d'armement sont toujours déterminées par des considérations régionales ou sous-régionales. L'autre point concerne la perception de la menace. Dès lors qu'on perçoit le voisin comme une menace, on se met à armer et donc on entre dans ce qu'on appelle ce fameux dilemme de la sécurité. Donc l'armement de l'un enclenche l'armement de l'autre et on se retrouve dans un cercle vicieux. Mais ce qui est intéressant à retenir en matière de perception de la menace, c'est la réalité. En fait, ce qui compte, ce n'est pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'elle est perçue. Et c'est cette perception-là qui va avoir des conséquences. Et là, j'ouvre un peu la voie sur la rive nord. Il y a un discours qui monte un peu, une analyse qui monte dans certains cercles militaires et académiques, notamment au sein de certains think tanks français, qui s'alarment un peu de l'armement de l'Algérie, notamment ses forces navales et cette fameuse hypothèse que l'Algérie pourrait avoir des capacités suffisantes pour bloquer le détroit du Gibraltar, le déni d'accès, etc. C'est une notion utilisée aux États-Unis à partir de 2003, mais qui renvoie en fait à une réalité très ancienne. Alors, le risque ici, à mon sens, je vais essayer d'être bref, c'est de construire une nouvelle menace qui serait de mettre à jour un peu la fameuse thèse du discours de la menace venue du Sud dans les années 90, au début des années 90, ce qui a conduit par la suite les pays européens et l'Alliance Atlantique à lancer des dialogues en direction de la rive Sud pour dissiper cette menace, et ces initiatives ont réussi à changer le climat perceptuel en Méditerranée, même si elles n'ont pas eu d'incidence sur les conflits non résolus dans la région. Donc ça serait une erreur de reconstruire une nouvelle menace ou d'estimer qu'il y a une menace qui monte sur la rive sud pour diverses raisons. D'abord, comme je l'ai dit, l'armement est déterminé par des considérations locales. Deuxièmement, aucun État maghrébin, y compris l'Algérie ou l'Égypte ou le Maroc, on peut citer n'importe quel État arabe de la rive sud, ne prétend à une parité stratégique avec les pays de la rive nord qui font partie de l'Alliance Atlantique et qui bénéficient tous du fameux article 5. Troisième point, ces pays-là
ne sont pas considérés ou ne prétendent pas avoir à disposer d'armes nucléaires ou ne sont pas considérés comme des États proliférants. Donc la menace n'existe pas ni au plan conventionnel ni au plan d'armes de destruction massive. Donc le risque, c'est de revenir en arrière, 23 ans en arrière, pour construire une prétendue menace venue du Sud, et donc ce qui va compliquer davantage les relations entre les deux rives. Cela m'amène, cette question, cette remise en cause de ce discours, de cette construction de la menace, m'amène à comment faire. Voilà, une fois on a dit ça, que faire? Je pense que l'essentiel, ce serait de se concentrer, de se focaliser sur certaines initiatives qui fonctionnent plus ou moins. Elles ont des insuffisances, évidemment, mais ça mérite réflexion. Au lieu d'aller dans tous les sens, de lancer des initiatives dans toutes les directions, ça serait, par exemple, de se concentrer davantage sur le Forum 5+5, notamment le volet défense qui a été lancé en 2004 à l'initiative de la France, parce que c'est un dispositif de coopération régionale restreint, donc limité à la Méditerranée occidentale, donc ça limite un peu les risques que ce dispositif soit tributaire des aléas politiques dans l'ensemble de la Méditerranée, et d'aller davantage dans cette piste de coopération, puisque ce groupe-là, notamment son volet défense, constitue réellement une plateforme de socialisation régionale entre les élites militaires et sécuritaires des pays des deux rives du bassin ouest méditerranéen. L'autre initiative qui mérite aussi d'être davantage mise en valeur, valorisée, c'est le dialogue méditerranéen de l'Alliance Atlantique, même s'il faudra réfléchir évidemment sur la valeur ajoutée de chaque dispositif pour éviter qu'il y ait du double emploi. Et d'ailleurs, le double emploi existe entre ces initiatives, mais encore d'autres initiatives. Je terminerai par des remarques d'ordre général concernant l'Afrique. Comme ça a été rappelé par mes collègues, l'Afrique est traversée par des clivages, mais elle est travaillée en profondeur, les sociétés africaines comme les États africains. Donc, le risque peut-être dans cette réflexion, dans cette refonte de la politique africaine de la France, notamment la politique de défense, de s'attarder davantage sur ce que font les autres. Dans un article publié par Mohamed Dib dans les années 90 dans Le Monde, il parlait de l'Algérie, et il y avait cette belle formule qu'on peut appliquer à la France, mais à d'autres pays. Il dit, pour nous, les fautifs sont toujours les autres, et les autres vont du voisin du palier au fermier de l'Oklahoma. Donc, au lieu de passer son temps à dire ce que font les autres, des informations, l'influence, il faudra s'interroger sur les failles et les insuffisances de sa propre stratégie, parce que si on se met à consacrer davantage de temps à dire ce que font les autres, ce qu'ils ne font pas, en fait, on leur donne le temps pour avoir une très bonne longueur d'avance en matière de stratégie, en matière de réflexion, et donc à s'installer alors qu'on est en train de réfléchir sur ce qu'ils font. Dernier élément qui est lié à ça, c'est une question d'ordre global concernant aussi l'Afrique, c'est de s'interroger sur la puissance française. La moitié de la planète, voire plus, sont contre les États-Unis. Mais tout le monde compose avec la puissance américaine. Alors, pourquoi, dans d'autres lieux, ces autres cieux, on ne compose pas avec la puissance française? Donc, il faut interroger ses propres ressorts, ses propres ressources de puissance avant d'aller voir ce que font les autres, parfois pour dénoncer, mais dénoncer ne fait pas avancer le débat, et dénoncer ne relève jamais de la réflexion stratégique. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, mes chers collègues, il nous reste une bonne heure, puisqu'à 11h, on devra monter en commission des affaires étrangères pour l'audition d'Hubert Védrine. Donc, je vous propose, si possible, de viser 2 minutes pour vos interventions. Et si vous le souhaitez, on peut avoir des réponses immédiates malgré nos 3 intervenants. Dans ce cas, il faudrait que vous, dans votre question, que vous puissiez l'adresser en particulier à un intervenant dans la mesure du possible. Pour le groupe Renaissance, la parole est à Benoît Borda.
Monsieur le Président, mes chers collègues, mesdames et messieurs les intervenants, je tenais déjà à exprimer notre sincère gratitude envers chacun d'entre vous pour votre présence à cette table ronde et vos propos utiles dans un moment de réflexion sur les défis de la démilitarisation de la politique africaine de la France. En tant que député, j'ai le plaisir d'être président du groupe d'amitié France-Djibouti et vice-président du groupe d'amitié France-Tchad, et je suis particulièrement sensible à la question de la présence militaire française en Afrique. La remise en question de cette présence s'inscrit dans un contexte qui met à l'épreuve la sécurité et la stabilité du continent. Certains pays africains veulent le retrait des troupes françaises, tandis que d'autres maintiennent des bases militaires pour une coopération stratégique. Vous l'avez dit tout à l'heure, Madame Sonia Le Gouriellec, vous avez évoqué le fait de regarder à l'Est. C'était important. Et un exemple récent, alors avant de parler de Djibouti et des intérêts des accords qui sont en cours, un exemple récent de cette évolution aussi sur notre regard, c'est le retrait progressif de forces au Niger en octobre 2023, provisoirement vers le Tchad. Et un autre point à noter, les discussions en cours entre les ministres français et djiboutiens pour réviser le traité de coopération en matière de défense depuis mai 2023. Djibouti, du point de vue géographique et maritime, occupe une place centrale dans la politique africaine de la France. Et je rappelle, c'est un pays francophone, entouré de pays anglophones. La base française de Djibouti a récemment démontré son importance stratégique lors de l'opération Sagittaire en avril 2023, soulignant la réactivité des forces françaises face aux crises émergentes. Donc, chers collègues, je vous remercie d'avoir pu éclairer nos travaux, mais effectivement, de regarder les choses dans leur globalité et de préciser que on n'a pas un départ de la France sur toute l'Afrique, mais qu'on a peut-être des choses à revoir dans le fonctionnement. Et je m'inquiète aussi, effectivement, au niveau de Djibouti, ce tout petit pays, très regardé par les Chinois, par les Américains, par tout un tas de personnes. Et cet emplacement, il est stratégique pour nous. Et donc, nous avons besoin de solidifier nos accords et nos échanges avec ce pays. Et donc, mon cher collègue, vous n'avez pas de questions en particulier. Peut-être qu'on pourrait interroger Madame Le Gouriellec, que vous êtes très intéressée sur Djibouti, sur l'état du TCMD, à moins qu'on enlève cette question, on va dire, voilà, sur l'appréciation finalement de notre relation avec Djibouti, où en est-on de manière très, très actuelle là. Je me garderai bien de parler du traité parce que je pourrais être détrompée ou démentie demain ou dans les jours qui viennent. Donc, je me garderai de rentrer dans ce débat. Notamment, mais je voudrais quand même souligner un aspect un peu historique et profond dans nos relations avec Djibouti. C'est que on oublie que c'est le dernier État à avoir obtenu son indépendance, puisqu'ils ont obtenu leur indépendance en 1977. Et que ce soit pendant la colonisation ou après, puisque la France a maintenu des liens très importants, les Djiboutiens se sont toujours sentis un peu délaissés par la France. Ils ont toujours estimé qu'on ne les visitait pas suffisamment. Ils ont toujours estimé qu'ils étaient un peu la dernière roue du carrosse dans notre politique. Et effectivement, très souvent, quand on parle de notre politique africaine, on pense à l'Ouest et ils se sentent toujours un petit peu mis de côté et ils se posent la question. Et je tiens à souligner une chose, c'est que il est sûrement très important pour Djibouti d'être sorti du tête-à-tête avec la France et d'avoir multilatéralisé ses relations. Ils sont peut-être tombés dans un autre tête-à-tête avec la Chine et l'endettement de Djibouti à l'égard de la Chine est très important et à surveiller. Mais on a un peu aussi provoqué cette situation, je me permets de le dire ici, parce qu'à chaque fois que les Djiboutiens sont venus vers nous pour nous demander, ils soulignent toujours qu'ils viennent d'abord vers nous demander des choses. Donc quand ils ont voulu refaire leur port, ils se sont d'abord tournés vers les Français. Et moi, ils m'ont dit dans plusieurs entretiens, vous nous avez un peu rayonnés, donc on s'est tourné vers les Émirats. À plusieurs reprises, j'ai entendu ça. À chaque fois qu'on demande aux Français ou qu'on se tourne vers les Français qui restent un partenaire on est obligé de demander à d'autres personnes parce que vous nous rayonnez. Et je crois qu'on le remarque également du fait que la relation, ils nous ont souvent accusés de déloyauté, de manque de loyauté, à la fois pendant la guerre civile qui a eu lieu au début des années 90, où ils ont estimé, où le régime Issa Somali, sans rentrer dans les détails, a estimé qu'on soutenait trop l'autre camp. Ensuite, lorsque l'affaire Borrell également, je ne vais pas y revenir, où nos relations ont été très très tendues. Et ensuite, en 2008, lorsque les Érythréens ont attaqué à la frontière, ils ont estimé que nous ne sommes pas suffisamment intervenus, et nous n'avons pas fait fonctionner notre accord de défense. Alors, je pense il y a aussi un mythe
j'avais essayé de développer ça dans des papiers, un mythe à Djibouti de la crainte de se faire vraiment attaquer par leurs voisins et de perdre leur souveraineté. Ça a été le cas, ils sont nés, l'État djiboutien est né en 1977 avec les 2 porte-avions français au large pour protéger le référendum d'indépendance face aux velléités éthiopiennes et somaliennes d'envahir le pays. Donc le pays s'est construit avec cette vision que les voisins étaient dangereux, que ils étaient au cœur du cyclone et que eux s'étaient stabilisés, mais qu'ils pouvaient être attaqués par les voisins. Et ça renaît actuellement avec les propos d'Abiy Ahmed en Éthiopie. Donc il faut toujours garder en tête, et pour les Français, Djibouti, alors ils n'aiment pas trop quand on dit tout petit pays, mais je fais partie des gens qui c'est catégorisé comme un petit État en relations internationales. Et pour nous, ce qui est important, c'est de voir que ça n'est pas que Djibouti et son million d'habitants et cet accès sur le golfe d'Aden, c'est toute l'Afrique de l'Est qui est derrière, c'est le géant éthiopien, c'est le Kenya, c'est tout ça qu'il y a aussi derrière. Donc cette position, elle est importante aussi pour ça. Et on l'a vu récemment pour l'évacuation qu'on a menée notamment au Soudan. Pour le groupe Rassemblement National, la parole est à Frédéric Bocaletti. Merci, Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour vos interventions. Il est un sujet sur lequel nous devrions tous tomber d'accord. Oui, la politique africaine de la France est à revoir intégralement. Le chef d'état-major des armées, Thierry Burkhardt, l'a lui-même rappelé dans cette commission. Ce constat ne vaut pas que pour la politique de défense. Et révision ne signifie pas retrait précipité ou abandon total de nos positions et implantations militaires en Afrique. Comment envisager que nos troupes françaises qui luttent contre le terrorisme, a fortiori islamiste, se désengagent alors que ce combat est encore inachevé? Certes, l'intervention militaire n'est pas la seule réponse viable au terrorisme. Elle n'en reste pas moins nécessaire. On ne combat pas des fanatiques violents par la parole. Comment ne pas considérer cette perspective de désarmement comme un affaiblissement de la puissance de la France sur le continent? Ce serait d'autant moins compréhensible que d'autres puissances, comme les États-Unis, maintiennent leur position et que des compétiteurs comme la Russie ne privent pas de maximiser leurs intérêts en Afrique. Nous ne devons pas oublier que si la France est intervenue au Mali en 2013, c'est à la demande des autorités maliennes et que le rôle qu'elle a joué dans ce contexte a été largement reconnu par la communauté internationale. Nous ne devons pas non plus oublier tous les militaires français qui sont morts sur le sol africain. Leur sacrifice ne doit pas rester vain dans la lutte que nous menons sur ces territoires, dans le seul objectif de maintenir un équilibre de paix nécessaire pour les populations locales. Enfin, nous devons penser à nos ressortissants qui vivent et travaillent sur le continent. La France doit leur apporter protection et le soutien qu'ils méritent. L'effacement de l'armée française du continent africain n'est pas souhaitable pour de nombreux pays africains et pour la France elle-même. Beaucoup de choses restent cependant à changer dans notre politique africaine. Néanmoins, nous ne pouvons pas envisager une démocratisation pure et simple du territoire africain. Les comportements vis-à-vis des populations et autorités doivent-elles être remodelés afin de satisfaire aux exigences diplomatiques équitables? Je vous remercie. Merci. Alors, à qui s'adresse votre question, chers collègues? Est-ce que vous avez une zone en particulier qui vous intéresse? C'est Afrique de l'Ouest. Alors, je vous en prie. Alors, ça peut être aussi bien l'Afrique de l'Ouest que la partie du Maghreb. Vous souhaitez répondre? Allez, je vous en prie. Oui, les questions que vous soulevez sont réelles. Il y a à la fois un rejet français, mais il y a aussi une demande de France. C'est ce qu'il faut avoir en tête. Évidemment, dans les pays sahéliens, on a vu ce qui s'est passé ces dernières années, mais on a parallèlement des pays qui sont en demande. Je pense notamment au Bénin, qui est plutôt en demande de coopération avec la France sur le foyer djihadiste dont je vous parlais tout à l'heure dans ma présentation. J'insisterai, je vais rebondir sur ce que disait Sonia Le Gouriellec dans sa présentation et dans son autre intervention. Je crois, la notion de politique africaine m'a toujours hérissé à titre personnel, parce qu'on ne parle pas de politique américaine ou de politique asiatique de la France. On a des régions avec des dynamiques extrêmement différentes. On peut voir les différences qui ont été évoquées entre l'Afrique de l'Est et on n'a pas le même passé, on n'a pas les mêmes relations. Donc il faut avoir ça en tête. Un autre élément qu'il faut avoir en tête, et ça a été aussi évoqué précédemment, c'est que nos intérêts économiques ont considérablement évolué géographiquement
sur le continent depuis les indépendances. De mémoire, l'Afrique, le continent africain représente à peu près 5,3% de nos échanges commerciaux, ce qui est important. Les zones francs CFA, parce qu'il y en a plusieurs, évidemment, représentent 0,6% de notre commerce extérieur. Et vous imaginez que le premier partenaire subsaharien francophone dans nos échanges bilatéraux, c'est la Côte d'Ivoire, qui n'apparaît qu'à la 8e ou 9e place pendant ces dernières années. Alors ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner et qu'on doit partir des pays francophones, militairement et économiquement, mais prendre conscience que la France a des liens économiques et commerciaux très puissants avec l'ensemble du continent, et ses premiers partenaires sont pas francophones. Ils sont les deux plus grandes économies de l'Afrique subsaharienne, l'Angola et la République sud-africaine et le Nigeria. L'Angola est aussi un partenaire important. Donc il faut avoir tout ça en tête quand on veut remettre en place non pas mais des politiques africaines. Et là encore, il y a à la fois un rejet de la France, mais il y a aussi une demande de France sur les questions sécuritaires comme sur les autres questions. Donc c'est pour ça qu'il faut réfléchir de manière différenciée. Très bien, merci. Pour le groupe La France Insoumise, la parole est à Aurélien Saint-Houl. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci beaucoup de vos interventions. Comme d'habitude, je me garderai de faire une intervention trop générale et j'irai directement vers les questions, puisque nous partageons en fait l'essentiel du diagnostic, le dilemme qui existe entre la responsabilité à intervenir et le souci de ne pas tomber dans le néocolonialisme. La vision que vous avez d'une certaine mauvaise foi qui existerait dans les discours néo-souverainistes et en même temps la nécessité de s'interroger sur les objectifs, la réalité des ressources, les intérêts et la réalité des ressources de la France. Et enfin, la question du double standard qui existe bien, effectivement, puisque dans le cas de Djibouti, il est classé 137e pays sur 167 à l'index des démocraties. Dans le cas du Tchad, 160e carrément sur 167. Ou encore le soutien de la France aux Émirats arabes unis et à l'Arabie saoudite dans leur guerre au Yémen, particulièrement cruelle et criminelle, qui probablement explique aussi une partie de l'hostilité que les Houthis peuvent avoir à notre égard. Ceci étant posé, 3 questions très précises. Quels sont les circuits financiers aujourd'hui qui font vivre le Sahel, puisque cette espèce d'effondrement des États ne va pas forcément avec une disparition de l'argent, que d'une certaine façon on vit aujourd'hui au Sahel à peu près ce qu'on a vécu en Afghanistan, que des groupes sont en train de se substituer à l'État. Il n'y a pas un no man's land dans cette zone. Donc cette question, à mon avis, est très importante. Le Somaliland, une question très précise, mais parce que il me semble que ça peut être un exemple emblématique du fait que la non-intervention produit parfois, ou souvent, ou peut-être, des fruits plus intéressants que l'intervention systématique, même si elle nous laisse dans une forme d'expectative qui est difficile à admettre. Et puis la troisième question porte sur la réalité des intérêts qui sont liés tout simplement aux intérêts de population. Nous avons énormément de binationaux ou de communautés françaises présentes dans de nombreux pays, en particulier au Maghreb. Comment on peut s'appuyer, comment on peut mobiliser ces communautés pour avoir une politique plus respectueuse ? Très bien, merci. Alors, si je comprends bien, il y a une question pour chacun des intervenants. Alors, normalement, le budget temps pour répondre, c'est 2 minutes. Donc, je vous propose de chacun faire une réponse assez courte. Je pense que vous êtes capable autour d'une minute ou un peu plus. Donc, on peut commencer par les circuits financiers du Sahel avec Alain Antilla. Alors, dans votre question, il y avait un aspect, disons, financement des États ou plutôt des groupes. Je vais répondre sur les groupes armés djihadistes. Bon, les circuits financiers, ils sont connus. C'est que les groupes djihadistes instaurent une espèce d'impôt sur les populations et vivent aussi sur la taxation des circulations de marchandises. Notamment, ils sont très présents autour des zones aurifères quand il y en a. Et il taxe les circulations de marchandises licites ou non licites. Donc, contrairement à ce qui a été beaucoup affirmé, on a beaucoup fantasmé sur des parrains du djihadisme sahélien qui verseraient de l'argent, des choses comme ça. Toutes les données qui remontent du terrain témoignent que ils sont branchés sur ces circuits-là. Voilà.
Très bien, merci pour la brièveté de la réponse. Maintenant, pour le Somaliland, et est-ce que c'est un bon exemple de l'apport d'une non-intervention, enfin de, si j'ai bien compris la question. 2 minutes. 1 minute. Oui. Et en plus, je vais juste me permettre de reprendre pour le Sahel ce que disait un collègue Jean-François Bayard il y a quelques années, qui disait que cet espace, c'est l'interstice des systèmes internationaux des États, zone mouvante où il n'y a plus vraiment d'État. Voilà, je trouvais que l'expression était intéressante. Somaliland, donc État non reconnu au niveau international, puisque je vous rappelle que la reconnaissance se fait en bilatéral, et si de façon informelle, on travaille avec eux, ou les nombreux États de la région travaillent avec eux, il est évident que ce n'est pas les pays occidentaux qui vont reconnaître le Somaliland, que c'est aux voisins de le faire et que la Somalie ne le veut pas. Mais effectivement, on a un contre-exemple de développement de l'État, et on pourra en discuter après, entre ce qui s'est fait au Somaliland sans intervention étrangère, pays le moins endetté du continent africain puisqu'on ne peut pas lui prêter d'argent, et certains le présentent comme le secret, le mieux gardé du continent africain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans sa construction, le Somaliland a su mélanger à la fois des attributs de l'État tels qu'on les connaît, comme on le connaît en Europe, tel qu'il s'est construit en Europe, et avec également de la justice traditionnelle et des modes de régulation traditionnels. Et ce mélange semble avoir plutôt bien fonctionné, même si vous n'aurez pas échappé que ces derniers mois, il y a eu aussi des conflits à l'Est. Mais voilà, ça a tout d'un État. Ils ont leur armée, leurs élections, etc. Et il n'y a jamais eu d'intervention, effectivement. Et ce qui est le contre-modèle parfait du laboratoire des interventions étrangères qu'est la Somalie, mais ça, c'est un autre débat. Merci. Enfin, une dernière question peut-être qui concerne plus le Maghreb, si j'ai bien compris, sur le rôle des diasporas dans la relation avec les Afriques. Alors, très rapidement, je ne pense pas que ça puisse fonctionner pour diverses raisons. D'abord, je pense qu'il est très difficile de réformer un système à la marge. J'ouvre une parenthèse, l'Union européenne dans ses relations avec les pays africains, parfois des sociétés non démocratiques, des systèmes autoritaires, elle parle de la réforme de la justice qui est à l'ordre du système autoritaire. Donc il est très difficile de réformer, si vous voulez, un système relationnel à la marge en essayant de s'appuyer sur la société civile, elle-même tributaire du bon vouloir du pouvoir politique de part et d'autre de la Méditerranée. Deuxième chose, la communauté, j'allais dire, des binationaux qui est la plus à même d'agir dans ce sens-là, et dans une situation très inconfortable. Sur la rive sud, ils ne sont plus tout à fait nationaux, et sur la rive sud, ils ne sont pas assez nationaux. Et donc, ils sont en fait de vrais Méditerranéens. Ils ne sont ni sur la rive nord, ni sur la rive sud, mais en haute mer. Donc, dépasser les blocages politiques, les blocages institutionnels par le biais de la société civile, ça restera toujours marginal. Il n'affectera pas, me semble-t-il, le modèle relationnel euro-maghrébin en général. Merci. Très bien, merci. Pour le groupe Les Républicains, la parole est à Nathalie Serre. Merci, Monsieur le Président. Madame, Messieurs, merci pour vos propos liminaires. Alors, je vais avoir une question pour chacun. Voilà. Monsieur Antil, vous avez dit qu'il y avait une grande difficulté pour la France de lire la vision de nos partenaires sahéliens. C'est une question qui est large. Pourquoi? On a des think tanks, on a de nombreux chercheurs, et malgré tout, on n'y arrive pas. Ne serait-ce pas lié au fait que, en fait, c'est jamais les mêmes, nos interlocuteurs sahéliens? Pour vous, Madame, vous avez parlé du projet qu'il fallait qu'on porte une vision et que le projet Indo-Pacifique pouvait en être un. Et pour être allé au Gabon il n'y a pas longtemps, ils viennent de signer avec le Commonwealth. Donc voilà, comment nous on s'insère dans ce processus-là, puisque visiblement, enfin, nos partenaires se tournent vers d'autres formes autres que la France. Et pour vous, Monsieur Benantard, vous dites qu'il faut interroger nos propres ressorts de puissance. Donc, du point de vue du Maghreb, selon vous, quels sont-ils, les ressorts de puissance de la France? Merci. Alors, vous avez la parole là. Alors moi, je dirais que il y a dans la recherche, pas seulement dans les think tanks, il y a beaucoup de chercheurs qui travaillent sur le Sahel. Et à l'intérieur des ministères, il y a aussi beaucoup d'analystes qui ont pointé les choses que je pointais tout à l'heure, et ça assez tôt. La question qui se pose, c'est pourquoi ça n'a pas impacté les décisions.
Donc ça c'est la question. C'est pas la question de la rotation de nos partenaires. Le deuxième aspect, c'est que, et ça on a du mal de le comprendre en France, nos partenaires nous connaissent beaucoup mieux que nous les connaissons. Il y a une asymétrie de connaissances qui est très très forte. Ils parlent notre langue, ils ont étudié dans nos universités, ils ont une connaissance intime de nos débats politiques, y compris intérieurs. L'inverse n'est pas vrai. Et ils sont effectivement plus faibles sécuritairement, politiquement, économiquement que nous, mais ils savent travailler la relation du faible au fort. Merci, Madame, pour la réponse concernant donc les nouveaux partenariats possibles. Oui. Alors, quand vous avez évoqué le Gabon, ça me permet de dire qu'effectivement, il ne faut pas qu'on oublie l'Afrique centrale, côtière. On pourra peut-être y revenir à d'autres moments. Mais oui, nous ne sommes plus seuls sur le continent africain. Et oui, il y a des concurrents. Et nos partenaires peuvent jouer de ces concurrences et d'aller vers le plus offrant, etc. C'est tout l'enjeu et le défi aujourd'hui, tout à fait. Et je pense, je veux insister sur ce qu'a dit Alain Antil, il y a un vrai problème, me semble-t-il, en France aujourd'hui, de méconnaissance du continent africain. Ça se voit dans tous les domaines. Alors nous, ça se voit à l'université parce qu'il y a très peu d'africanistes internationalistes, même si on a de très bons historiens, anthropologues, etc. Qui a une forte méconnaissance, parfois aussi dans nos politiques. On reprend souvent les discours ambiants sur l'Afrique et donc on nous reproche souvent d'être paternalistes avec nos partenaires africains. Ça revient beaucoup. Et je pense qu'il faudra aussi à un moment, peut-être c'est pas à moi de le faire, mais il faudra interroger et faire un bilan effectivement de ce qui s'est passé en Afrique de l'Ouest. Et l'action, le cadre intellectuel conditionne l'action. Donc la formation sur les questions africaines de nos militaires et des personnes présentes en Afrique de l'Ouest doit être aussi attentivement prise en compte, me semble-t-il. Très bien. Et enfin, sur les leviers de puissance français au Maghreb. De réponse très brièvement. D'abord, le voisinage géographique, c'est un élément important, y compris pour les échanges économiques. Et puis, une sorte de front commun historique, culturel, etc. Cette mobilité humaine qui est toujours dans le même sens, va dans le même sens. D'ailleurs, on constate un découplage total entre mobilité humaine et politique. Les sociétés sud-méditerranéennes en général continuent à être tournées vers le nord, vers la rive nord, et les gouvernements se tournent davantage vers l'est, vers la Chine ou un peu plus au nord-est, vers la Russie. Donc les paradigmes changent au plan politique, mais ils ne changent pas au plan social. Et c'est intéressant à relever pour voir comment ce décalage, comment les gouvernements composent avec, d'ailleurs de part et d'autre, de la Méditerranée compose avec ce découplage entre les deux. Le deuxième point, l'autre ressort de puissance de la France, il est d'ordre politique. Il est connu dans l'arcane des institutions européennes à Bruxelles que les trois gouvernements sud-européens, c'est espagnol, italien, français, mais aussi portugais, quatrième, sont les avocats des gouvernements maghrébins à travers des négociations. Donc ça, c'est un levier de puissance qui donne à ces pays du poids dans leur rapport avec leurs partenaires européens, mais aussi maghrébins. Et je viendrai sur la remarque de mon collègue sur les échanges. Certes, ces pays-là, pour la France, leurs échanges avec la France sont insignifiants dans le commerce international de la France, mais pour eux, la France est un partenaire important. Il y a quelques années, maintenant, la structure des échanges a quelque peu changé. L'Union européenne s'accapare environ 60 jusqu'à 70% dans certains pays, dans le cas de certains pays maghrébins, de leur commerce, c'est-à-dire l'essentiel, 2/3 de leur commerce se fait avec l'Union européenne. Mais ils ne représentent que 3% à peu près du commerce européen. Donc c'est insignifiant pour l'Union européenne, mais c'est stratégique pour eux, puisque la moindre décision de la part de l'Union européenne peut impacter leur économie. On se souvient de la guerre de la tomate entre l'Union européenne et le Maroc, lorsque l'Union a imposé des quotas au Maroc ou sur les poissons, enfin sur la pêche pour la Mauritanie.
Voilà. Dernier point, c'est, je me permets de faire cette remarque, mais même si je suis très, très mal placé pour la faire devant vous, c'est on ne mène pas des politiques en fonction de tempéraments changeants de l'opinion publique et des couvertures médiatiques. Sinon, on sera amené à déclarer des guerres aux uns aux autres tous les jours. Donc, il faut un cap politique qui résiste un peu aux secousses sismiques de l'opinion publique et des alliés médiatiques. Voilà. Voilà. Merci. Pour le groupe démocrate, la parole est à Josie Poitou. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Merci à nos 3 intervenants pour leurs propos liminaires, tous aussi intéressants, passionnants et instructifs de chacun d'entre vous. Si nous évoquons aujourd'hui les enjeux de la démilitarisation de la politique africaine de la France, c'est pour évaluer les alternatives qui se présentent désormais à nous. Dans l'hypothèse d'une démilitarisation, dont l'impact reste à évaluer sérieusement, ces alternatives apparaissent clairement comme des alternatives politiques, puisque la démilitarisation débouche, par définition, sur l'exclusion de toute présence ou action militaire. Cela sous-entend donc de se positionner, de dialoguer, de s'adresser à de multiples acteurs, que ceux-ci soient institutionnels ou plus informels. Je pense notamment à prendre en compte l'opinion, ou plus exactement aux opinions. C'est un réel et ancien défi, mais un défi renouvelé de nos jours, nous devons convaincre. Pour ma part, j'ai souvent plaidé ici en faveur du renforcement du 3e pilier de notre doctrine 3D, c'est-à-dire défense, diplomatie, développement. Celui du développement pour que le progrès soit rapide, efficace, visible et se manifeste largement en dehors des grands centres urbains. C'était, me semble-t-il, une façon directe de faire et de faire savoir. Mais la France, pour de nombreuses raisons, a toujours éprouvé des difficultés à communiquer sur sa politique africaine. La communication politique est une force quand elle appuie des actions concrètes de terrain. Alors où on en est aujourd'hui, cette capacité à communiquer alors que même l'aide publique au développement fait l'objet de critiques. De surcroît, dans un environnement géopolitique où les actions d'influence et de compétiteurs percutent le réel. Monsieur Antil, vous avez par exemple analysé les forces à l'œuvre au Sahel, dont le but est de dégrader, d'attaquer l'image de la France. L'information circule très vite, en particulier via le relais des jeunes générations et de la diaspora. Nous avons besoin de nous déployer dans cet espace public. Selon vous, par qui, par quels moyens notre pays est-il en mesure de tourner la page de la militarisation pour se concentrer sur le champ politique et faire ainsi entendre sa parole? Pensez-vous que notre réseau diplomatique est adapté? L'armée doit-elle encore jouer un rôle? Le moment ne serait-il pas venu d'aborder par ailleurs les enjeux de défense comme étant des enjeux transversaux interministériels? Ce qui nous interroge sur les outils d'une analyse commune et sur l'adaptation de nos moyens d'intervention, tant en France qu'en lien avec l'Europe d'ailleurs, ou plus largement encore avec les instances de discussion multilatérale. Je vous remercie. Merci. La parole est donc à Alain Antil. C'est une question complète et complexe. Je vais reprendre dans le sens inverse de vos questions. Je vais reprendre l'expression qu'avait pris au début de Barkhane un diplomate français célèbre, Laurent Bigot. Il avait dit, le Sahel, c'est 5000 soldats français. Combien de diplomates français en plus au Sahel depuis ces crises? Il y a eu un déphasage complet, il y a eu un débranchement même pratiquement de la diplomatie au profit d'une approche sécuritaire très très forte, et ça rebondit avec ce que je vous disais dans mon propos liminaire, l'incapacité à lire politiquement ce qui se passait vient de là. Parce qu'on a des très bons analystes au sein de nos ministères, mais il faut se donner les moyens pour qu'il y ait ces analyses qui soient produites. Donc ça, c'est un premier aspect. On peut intervenir militairement, mais il faut aussi muscler sa capacité, disons, politique d'analyse pour savoir exactement ce qu'on fait, l'impact de ce qu'on fait, comment on est perçu par les partenaires et qu'est-ce qu'on combat. Parce qu'on pense qu'on combat le terrorisme international, alors que toutes les études qu'on a sur le Sahel nous montrent que c'est beaucoup plus complexe que ça. Ce sont des ressorts parfois très locaux,
sur lequel on n'a pas forcément quelque chose à dire ou à apporter. Il y a dans certaines zones des règlements de compte entre communautés, des règlements de compte au sein de certaines communautés entre des couches anciennement serviles et leurs anciens maîtres. Je ne suis pas sûr que c'est à la France de venir appuyer le Mali pour régler des problèmes de cette nature. Donc ça, il faut, quand on envisage d'intervenir militairement quelque part, il faut se muscler diplomatiquement, ou en tout cas être en capacité de connaître les tenants et les aboutissants véritables. Sinon, on risque de se faire instrumentaliser, d'où ma remarque de tout à l'heure sur la symétrie de connaissances. Ça veut dire que nos partenaires, ils sont beaucoup plus faibles que nous, mais ils nous connaissent beaucoup mieux et ils peuvent aussi nous manipuler. Alors, le développement, évidemment, dans l'idéal, le développement, mais il faut apporter un bémol à cette vision, parce que souvent, on a l'impression que le développement est la petite baguette magique qui va tout changer. Et là, je vais élargir le propos à toute opération de développement et pas simplement à l'aide française. Il faut s'interroger sur l'impact du développement sur le développement des pays. Le développement est un terme général qui recouvre beaucoup de choses. Il y a des choses qui fonctionnent très très bien, les formations, il y a tout un tas de choses, mais il y a aussi des choses qui fonctionnent très mal et du développement, des flux d'argent liés au développement qui ont alimenté les problèmes. Donc il faut avoir ça en tête. Vouloir substituer le développement au diplomatique ou au politique, il ne faut pas penser que c'est la solution miracle et que c'est la pierre philosophale. L'aide publique au développement, il faut la comprendre politiquement. C'est un des aspects de la politique étrangère française, comme de celle des nombreux partenaires africains maintenant, des pays du Golfe, des pays asiatiques, certains pays latino-américains, de pays européens qui n'ont pas de tradition africaine. On est un parmi tant d'autres. Il n'est pas frappant que l'aide publique au développement fonctionne mieux dans d'autres pays que dans le nôtre. Donc il faut continuer l'aide publique au développement. Il y a tout un tas de choses qui fonctionnent bien, mais d'une part, dans des pays où les questions de sécurité se posent avec beaucoup d'acuité, la question, comment on peut faire du développement dans des pays où on ne peut pas déployer des projets de développement. Faire du développement aujourd'hui au Burkina Faso, au Mali, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc vous voyez, j'ai répondu un peu en tournant autour de vos questions, mais ça nous donne quand même une ambiance et une perplexité. Voilà. Merci. Est-ce que vous souhaitez apporter un complément de réponse sur ces sujets de développement ? Je vous en prie, M. Benouta. Juste ajouter un point à ce qui a été dit sur le prisme terroriste. Ça, c'est le risque majeur auquel font face les différents acteurs, qu'ils soient démocratiques ou pas. Les gouvernements agissent tous de la même manière, plus ou moins de la même manière face au terrorisme. L'une des problématiques au Sahel, effectivement, c'est ce prisme terroriste qui fait que le fait de brandir le terrorisme, ça fait taire tout le monde, parce que ça fait peur à tout le monde, compte tenu des risques encourus à la fois pour les citoyens, mais pour les États. Et en relations internationales, on parle du concept de sécurisation, c'est-à-dire que le processus performatif, vous savez, le langage juridique est par excellence performatif, à travers lequel un phénomène ou une question ne relevant pas de la sécurité devient une question de sécurité. C'est ainsi que, par le biais du terrorisme, la question Azawad au Nord Mali est devenue un problème terroriste. Mais on ne règle pas ce type de problème par la voie militaire. Quoi qu'il arrive, ce prisme terroriste conduit à l'urgence sécuritaire qui renvoie en fait les États du Nord comme du Sud à leur propre échec, c'est-à-dire qu'au lieu d'agir en amont, ils attendent pour réagir en aval. Et donc, in fine, si vous voulez, la militarisation de la lutte antiterroriste est en soi un échec politique, puisqu'on n'a pas réussi à traiter le problème à sa source. Et donc là, m'amène à d'autres régions, à d'autres conflits. On s'accommode des conflits gelés en estimant que dès lors que ça ne déborde pas, ça ne pose pas de problème de sécurité, c'est pas grave. Mais lorsque ça éclate,
aussi bien le processus que la structure du conflit vous échappent. Et donc, ça vous demande beaucoup plus d'argent et beaucoup plus d'énergie. Et là, comme par miracle, lorsqu'il y a urgence sécuritaire, il y a beaucoup d'argent. La France a mobilisé la communauté dite internationale pour lever des fonds pour la force G5 Sahel. Mais aucune initiative de la même taille, du même volume, n'a été mise en place pour les aspects économiques. Donc on trouve de l'argent pour réprimer ou pour utiliser les armées et les forces de sécurité, mais on n'en trouve pas pour développer ces pays. Donc l'urgence sécuritaire, en fait, fausse toute la politique, même avec les meilleures intentions. Le dernier point concernant le Sahel, c'est on n'agit pas et donc on réagit. Et lorsqu'on réagit souvent mal. Pourquoi ? Parce que ce sont des stratégies concurrentielles, des États qui sont impliqués dans des enjeux des jeux de rivalité, et on se retrouve avec une sorte d'inflation. Ça a été démontré par un certain nombre de travaux, où les pays sahéliens n'avaient pas les capacités d'absorber toute l'aide qu'ils recevaient, et à tel point que la bureaucratisation de l'aide pose des problèmes sécuritaires. Il y avait un militaire malien, me semble-t-il, le burkinabé, cité par un travail universitaire, qui disait qu'on est tellement appelé à assister à des réunions en Europe notamment. C'est quelqu'un qui fait la remarque. Il dit que nos militaires sont tellement sollicités pour assister à des réunions qu'ils passent leur temps dans les salons, dans les réunions, que sur le terrain pour combattre le terrorisme. Je vous remercie. Merci. Pour le groupe socialiste, la parole est à Isabelle Santiago. Avec le micro, si possible. Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Merci à vous trois. Vous dire tout d'abord que c'était... je suis arrivée un peu en retard, donc je m'excuse puisque je n'ai pas pu entendre l'un des auditeurs et de l'orateur. Par contre, vous dire que vraiment, pour les propos que j'ai pu entendre, tout d'abord, je partage évidemment le fond. Je trouve que c'est dans ce cycle Afrique, ça nous permet aussi, en commission de la défense, d'approfondir le fond. Et je crois que c'est en tout cas essentiel et ça participe à notre réflexion. Donc, je vous en remercie. Et je voulais aborder une question qui m'intéresse, à savoir, vous en avez, il y a pas mal de choses au fur et à mesure du temps qui a été évoquée. Mais l'actualité qui est accélératrice et qui a pris donc dans le Sahel ou l'Afrique occidentale la forme de rejet de la France comme partenaire militaire, économique, mais aussi diplomatique, comme on l'a vu. Cependant, il reste ni constant dans le temps, ni uniforme, puisque sur les 54 pays du continent, le tissu, la diversité est beaucoup plus complexe dans le champ des relations interétatiques. Donc moi, je voulais aborder en fait la mission Atalanta, qui est anciennement Force navale européenne. Et donc, j'ai trouvé que c'était, pour avoir été à Djibouti, je trouve que c'est un bon exemple de la coopération qui avait été lancée à l'initiative de la France, mais qui est une coopération qui était intervention, certes militaire, mais commune avec les pays européens, prolongée durant tout un temps assez long pour lutter contre la piraterie, qui est, dans la Corne de l'Afrique, vous l'aviez dit tout à l'heure, un élément extrêmement important, y compris du commerce mondial et international, mais qui a donné, je trouvais, de très bons résultats. Et le fait que ce soit aussi à fort impact aux côtés des pays qui sont concernés donc, dans cette Corne de l'Afrique. Et je me demandais si, en fait, à travers cette opération, et donc cet esprit de coopération européenne, à ce moment où il y a des sphères d'influence qui sont évidemment, on le sait, très fortes contre la France, est-ce que ces coopérations européennes qui sont faites, comme l'exemple qui a été fait du côté de Djibouti, et en tout cas dans cette opération plus précisément, est-ce que ce sont des modèles sur lesquels nous pouvons poursuivre, et en tout cas la France devrait, face à des compétiteurs très désinhibés, pouvoir travailler des projets avec des multi-partenaires, et particulièrement l'Europe, qui doit avoir toute sa place. Alors, merci pour cette question qui concerne l'opération Atalante, donc davantage
au large de Djibouti, mais peut-être que les autres pourront également répondre sur la pertinence effectivement des opérations multinationales et notamment européennes. Donc Sonia Le Gourielec, vous avez la parole. Oui, c'est vrai que c'était l'une des stratégies aussi de la France d'européaniser sa présence. On parle très peu en France du gros projet Global Gateway de l'Union européenne, qui est un peu la réponse européenne à la Belt and Road initiative chinoise. Et pourtant, en France, c'est très peu médiatisé. Et c'est sûrement quelque chose sur lequel on doit aussi s'appuyer, de construction d'infrastructures, etc., sur le continent africain, l'éducation, le numérique. Donc ça, je pense que c'est vraiment très important. Et effectivement, il y a Atalante en Afrique de l'Est. L'Union européenne est très présente et beaucoup de pays européens sont très présents en Afrique de l'Est. Et alors, c'est la prospective, mais j'imagine que si les attaques de Houthis / Iran se poursuivent dans la zone, il va falloir sécuriser, voire escorter les navires une nouvelle fois, non pas contre les pirates cette fois, mais contre cette guerre de course. Et j'imagine que ce sera sûrement une coalition qui va être montée, donc peut-être avec les Américains, avec les Européens aussi, et tout le monde va revenir dans la Corne de l'Afrique. Je vous rappelle que si Djibouti a autant le vent en poupe auprès de tout le monde, c'est qu'ils ont le régime. Alors, ils n'aiment pas que je dise le régime. Le gouvernement djiboutien a profité aussi des évolutions du système international, à la fois avec la guerre contre le terrorisme au début des années 2000. Les Américains ont installé leur seule base sur le continent à Djibouti. Ensuite, la piraterie. Ça a été un pôle, effectivement, de lutte contre la piraterie, avec la présence japonaise, européenne, etc. Ensuite, la guerre au Yémen, qui fait que les Émirats se sont beaucoup réinvestis dans la région, alors plutôt du côté de l'Érythrée pour mener cette guerre. Et ensuite, la Belt and Road initiative, qui fait que les Chinois se sont réinvestis. Donc, j'imagine que ce qui est en train de se passer, bon, là, c'est assez nouveau, hein, c'est les derniers jours, les dernières semaines, avec cette guerre de course qui est en train de s'ouvrir, va remettre la focale, encore une fois, sur de nouvelles opérations à mener dans la région, dans la zone, puisque je crois que c'est près de 20 000 navires qui passent dans le Bab el-Mandeb et sur la mer Rouge. Donc c'est vraiment, on perd 2 semaines si on contourne la mer Rouge. Donc ça va être vraiment important de sécuriser la zone et c'est une nouvelle opportunité pour les États parfois autoritaires de la région de se rendre indispensables pour les Occidentaux. Et donc, on rappelle, l'opération Atalante, c'était des attaques menées depuis la Somalie, notamment, de pirates qui partaient en speedboat, en bateau très rapide, et allaient chercher du butin et qui les ramenaient sur les côtes somaliennes. Je crois qu'il y avait eu plus de 150 attaques à l'époque et que cette opération avait permis assez rapidement de neutraliser, d'escorter d'une certaine manière les navires, notamment commerciaux. Et à partir de 2016, il y avait quasiment plus d'attaques. Et ça n'était pas que l'opération, puisque en fait le problème était à terre. C'était l'évolution de l'État somalien à terre. Et une fois que vous avez aussi la transition politique qui s'est enclenchée en 2012 avec l'élection d'un président en Somalie, des changements également au Puntland, ça a permis de modifier beaucoup de choses. Mais on est dans une région où vous avez le Puntland qui s'autoproclame, qui est autonome, et le Somaliland qui n'est pas reconnu. Donc c'est difficile de discuter avec eux ou d'organiser la lutte à terre. Très bien. Sur les opérations multinationales ? Oui, il y a plein de choses qui se passent. Moi, j'ai l'exemple avec l'arrivée de la cocaïne en Afrique de l'Ouest à la fin des années 2000. Eh bien, alors c'est très peu connu, mais il y a la plupart des saisies en mer ont été réalisées par des Européens. Donc la coopération sécuritaire avec les pays d'Afrique de l'Ouest fonctionne. La France y a pris sa part comme d'autres pays européens. Et ça, c'est évidemment moins médiatisé que Barkhane. Mais il y a plein de choses qui se passent au niveau de la formation, du renseignement, de l'appui aérien, de la surveillance du domaine aérien. Et je crois que dans la réflexion sur les nouvelles positions et postures militaires françaises sur le continent, c'est pas non plus sombrer dans la dépression complète et se dire qu'il y a toujours une demande et il y a aussi des collaborations qui peuvent être moins impliquantes politiquement pour le partenaire français. C'est beaucoup moins visible, et c'est beaucoup plus ponctuel. Barkhane est une exception dans tout ça. C'est la dernière fois, on a mobilisé plusieurs milliers d'hommes pendant plusieurs années en Afrique. Ça remonte à très très longtemps.
Et je pense qu'on lie la présence militaire française à travers Barkhane, et on a tort de le faire parce que c'est un aspect parmi d'autres. Monsieur Benanta, vous souhaitez intervenir sur les coopérations multinationales? Je voulais aller dans le sens de ma collègue concernant l'instrumentalisation par les acteurs locaux de cette coopération internationale, puisqu'ils jouent aussi leur propre partition. Elle a cité l'exemple de l'Éthiopie, mais il y a aussi le Tchad, qui sont leurs forces sont dans des situations de surengagement, à tel point que ça pose un problème de repos pour ces forces armées impliquées dans des opérations de maintien de la paix. Donc il s'agit là, pour reprendre l'expression de Jean-François Bayard, de stratégie d'extraversion. Ils se mettent dans une position de dépendance stratégique pour en tirer profit pour leurs propres intérêts, pour pérenniser leur propre régime. Donc les opérations internationales conduisent parfois à la consolidation de l'autoritarisme en Afrique, ou ailleurs d'ailleurs. Deuxième point, c'est, je disais tout à l'heure que l'Afrique est traversée par des mutations en profondeur, et ça conduit à des débats sur le maintien de la paix, puisque l'essentiel des opérations onusiennes de maintien de la paix sont en Afrique. Et il y a tout un débat sur les partisans de l'africanisation et les partisans de l'appropriation. L'africanisation, c'est impliquer davantage les contingents africains dans des opérations de maintien de la paix financées par les Nations Unies. Et d'ailleurs, pourquoi il y a surengagement? Puisque la règle aux Nations Unies, lorsqu'on rembourse les États ayant des contingents de maintien de la paix, on rembourse d'abord les États pauvres. Donc pour eux, c'est une ressource financière importante. Donc les partisans de l'africanisation, c'est juste on envoie des troupes africaines au lieu de troupes étrangères ou occidentales. Et ceux qui militent pour l'appropriation, ils veulent non seulement des contingents africains, mais un contrôle africain du déroulé des opérations. Donc là, il s'agit du leadership. Et ce n'est pas un hasard, c'est les trois pays qui défendent le plus l'appropriation sont l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Algérie. Mais cette appropriation va évidemment à l'encontre des États qui pratiquent une stratégie d'extraversion. Donc les opérations multinationales internationales sont importantes, mais elles ont des effets pervers importants aussi. Voilà, merci. Très bien, merci. Et je précise que le 17 janvier, il y aura sans doute une audition dédiée au rôle sécuritaire à la fois des Nations Unies avec les opérations de maintien de la paix de l'Union européenne, pendant que d'ailleurs qu'une délégation de la Commission sera au Nigeria et en Éthiopie. Pour le groupe Horizon, la parole est à Yannick Favennec-Becco. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame Le Gouriellec. Je vais revenir sur Djibouti, dont vous avez, à juste titre, rappelé l'importance stratégique pour la France, tout en disant qu'effectivement, rien n'est acquis compte tenu de son environnement politique et que nous devons y prêter une meilleure attention. La France et l'armée française ont tout intérêt à entretenir cette amitié, cette coopération, en appuyant la montée en puissance de l'armée djiboutienne, en revoyant à la hausse l'aide publique au développement, sous peine de voir d'autres puissances prendre le relais, la nature, vous l'avez aussi dit, ayant horreur du vide. La renégociation du traité doit par conséquent être, j'allais dire, gagnant-gagnant et doit être valorisée à juste titre. Le monde change, vous l'avez également souligné, en particulier dans cette partie de l'Afrique. Djibouti change, j'ai pu m'en rendre compte à titre personnel, et c'est pourquoi notre coopération doit évoluer dans le sens d'un équilibre et de plus de considération envers cet allié fidèle. Alors je ne sais pas si vous pourrez répondre à cette question, mais comment imaginez-vous l'évolution de notre accord avec la République djiboutienne, et selon vous, quel serait un bon accord? Madame Le Gouriellec. C'est une question très compliquée. Oui, surtout que d'autres se penchent dessus depuis 2 ans. Vous pouvez revenir de manière plus générale sur finalement que contiennent ce type d'accord, à quoi sert-il, voilà, au-delà du sujet d'actualité, de très grande actualité, si vous ne pouvez pas répondre précisément sur l'actualité. Quand je faisais parfois des entretiens avec des Djiboutiens, une des remarques qui m'avait été faite, parce que je disais toujours qu'il n'y avait pas d'ouvrage ou très peu d'ouvrages ou de recherche sur Djibouti, vous devez savoir que vous allez facilement à Djibouti, mais pour les chercheurs, ce n'est pas toujours très facile d'aller à Djibouti. Il faut bien le garder en tête. Et un Djiboutien m'avait répondu « Vivons heureux, vivons cachés ». Et je pense que peut-être parfois,
lorsque vous dites que Djibouti est un allié fidèle, mais qui nous a aussi reproché parfois des manques de loyauté, comme je l'expliquais. C'est un allié fidèle, mais on peut aussi nous accuser parfois de double standard. Et ça, c'est le rôle des politiques, c'est votre rôle. C'est qu'à la fois, on doit défendre des intérêts, avoir une politique, notamment en Afrique de l'Est, comme je l'ai dit. Et dans le même temps, dans les intérêts français, il y a les valeurs des droits de l'homme, de la démocratie. Et face à des nouveaux... à des acteurs internationaux de plus en plus présents comme la Russie et la Chine, qui ne sont pas des alliés de la France, nous devons sûrement garder ces valeurs et les porter hautes. Et c'est parfois difficile quand on a des intérêts sur le terrain et dans des pays qui sont des régimes très mal classés sur la liste des États démocratiques. Ils vous répondront qu'ils sont sur le chemin de la démocratie. Mais on doit aussi entendre, que ce soit au Tchad ou à Djibouti, les voix des personnes qui peuvent s'opposer à ce type de fonctionnement et de gouvernance. Vous sentez mes hésitations parce que je sais qu'on est filmé et que ce n'est pas forcément évident de parler de ces sujets. Donc je pense qu'un des points qui a été soulevé par beaucoup de gens, ça a été il y a une partie sur la sécurité, la défense sécuritaire de Djibouti, mais en interne. Et je pense que ça, c'était l'un des clauses qui restait, une des seules clauses qui restait sur le continent africain avec Djibouti sur ce point. J'imagine que les Djiboutiens ont insisté pour garder cette clause. Peut-être que c'est une clause qui aurait pu, qui peut et qui va peut-être partir. Donc ça me paraît être un point important. Et je pense aussi une chose qui nous était reprochée, c'est que les Chinois sont arrivés, ont construit beaucoup d'infrastructures. Le pays, comme vous l'avez dit, a beaucoup changé. Et effectivement, nous, on a été là pendant 40 ans, voire avant l'indépendance, et on voit le pays, même physiquement, les infrastructures, beaucoup de choses n'avaient pas beaucoup bougé, et peut-être qu'on aurait pu faire plus là-dessus pour permettre à la fois cet allié fidèle, mais penser aussi à la population djiboutienne et participer au développement des infrastructures, de l'éducation, etc. Dans le pays. Il y a des questions sanitaires aussi très fortes avec le CAT, que vous avez sûrement entendu parler, donc qui est une plante euphorisante qui impacte beaucoup l'économie djiboutienne. Donc je pense que peut-être nous aurions dû ne pas faire que militariser, comme l'ont dit mes collègues, et d'avoir une approche plus globale avec Djibouti afin de ménager à la fois notre partenaire fidèle et aussi les populations. Et donc, pour en profiter pour faire un petit focus sur le contenu de notre coopération de défense, on peut dire que finalement, la question qui peut se poser ici, c'est à quoi sert cette base de Djibouti? Et finalement, dans les grands axes, c'est appuyer les opérations françaises, et notamment, on a parlé de l'opération Sagittaire, le ravitaillement des bateaux. C'est faire de la coopération avec l'État djiboutien ou au niveau régional. Je crois que notamment, mais des collègues en savent plus que moi ici, c'est nous qui assurons la police du ciel à Djibouti. Il y a tout le volet également des actions civilo-militaires qu'on peut faire sur place. Et puis peut-être un dernier point, c'est tout ce qui est aguerrissement de nos forces. On a un complexe d'entraînement à Djibouti qui est quand même assez exceptionnel et à la fois terre-mer pour mener des manœuvres interarmées. Ça participe grandement aux capacités opérationnelles de nos armées. Voilà, pour donner une vision un peu globale de notre coopération de défense avec Djibouti. Mais peut-être que désormais notre collègue Jean-Charles Arsenault va y revenir. Merci Président, merci très chaleureusement à nos trois intervenants. Un petit mot pour Alain Antil, dont je me souviens qu'il fut, il y a très exactement 20 ans d'ailleurs, un brillant pédagogue à Sciences Po Lille, avant d'être le brillant chercheur qu'il est aujourd'hui. Il était déjà chercheur d'ailleurs à l'époque. Voilà. Évidemment, ma question ira vers Madame Le Gouriellec et vers l'Est. 2 ou 3 remarques sur ce qui a pu être dit sur Djibouti et une question sur l'Éthiopie. Voilà. Approche globale, je ne peux qu'appuyer votre propos. C'était d'ailleurs finalement la conclusion un peu générale de mon récent rapport sur la question. Une approche développement, une approche en matière d'investissement, qui est évidemment une demande très forte de la partie djiboutienne. Une remarque sur le Global Gateway. Vous avez dit, à juste titre, on en parle assez peu en France. Donc c'est peu lisible pour les partenaires européens eux-mêmes. Ça n'est pas lisible non plus, et je l'ai entendu de la part de la partie djiboutienne, par les Djiboutiens non plus. Voilà. Donc, on a quand même un sujet de clarification sur l'ambition et la vision de l'Europe dans la Corne de l'Afrique. Voilà. Ça peut
peut-être amener un commentaire, et d'ailleurs peut-être de vous trois. Autre remarque, oui, donc je reprends à mon compte bien volontiers le terme de guerre de course outil. Pour aller dans le sens de notre collègue socialiste, il y aura certainement des évolutions à avoir sur Atalante et Agénor. On n'a pas cité Agénor, mais c'est sans doute vers là que ça va converger, car en effet, il faudra probablement mieux protéger et convoyer les navires qui passent par les détroits à cet endroit. Un point peut-être sur l'importance de la jeunesse. Vous avez dit, Madame Le Gouriellec, à juste titre, on ne décèle pas encore à ce stade de sentiments anti-français. C'est vrai. Mais méfions-nous tout de même. D'abord, ça peut se manipuler facilement et rapidement. Les opinions changent vite et ce pays est extrêmement jeune. Et le point sur lequel je voudrais attirer l'attention, c'est la question de la francophonie, qui est en fort déclin dans le pays. Et donc, parlant d'approche globale, il faut évidemment qu'on investisse beaucoup sur l'apprentissage du français dans ce pays. C'est en tout cas une conviction forte que je défends. Et donc, question sur l'Éthiopie. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui avec le président Abiy Ahmed ? En effet, prix Nobel de la paix en 2019, mais engagé dans des guerres extrêmement difficiles et encore aux prises aujourd'hui avec de lourds problèmes avec les Amaras. La France s'est assez largement rapprochée il y a quelques années de l'Éthiopie. Aujourd'hui, c'est plus compliqué. Peut-on avoir une politique française vis-à-vis de l'Éthiopie ? Voilà. D'autant plus qu'on a le siège de l'Union africaine à Addis Abeba, donc c'est particulièrement important. Madame Le Gouriellec. Je rejoins tout à fait vos remarques, effectivement, sur à la fois la difficulté parfois d'européaniser, parce que nos partenaires, en général, sur le continent, ne comprennent pas toujours ce que ça veut dire, qui est devant nous, et ils ont souvent une demande de bilatérale. Voilà, nous, on veut continuer à parler avec les Français ou avec les Allemands. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'européaniser ? Avec qui on va parler ? Même si souvent, ce sont des Français qui représentent l'Europe, l'Union européenne à Djibouti. Donc oui, il y a un problème de communication politique, de clarification à avoir sur les projets. Vous imaginez que si c'est peu médiatisé et peu connu en France, nos partenaires sur le continent, ben, c'est pareil, ils se posent donc il y a un vrai problème de communication. Alors que l'ambition est là et qu'il y a vraiment une proposition européenne et qu'il faut sûrement avoir une volonté politique de la porter et de faire quelque chose. Oui, pas de sentiment anti-français et comme on l'a vu dans d'autres régions, ça peut être manipulé. On l'a vu également en Éthiopie où justement le pays a toujours joué d'une sorte de multilatéralité et donc d'avoir plusieurs partenaires et a toujours privilégié ses différents partenaires. Et à chaque fois que les Occidentaux avec plein de guillemets, mais en tout cas, voilà, les alliés, les Européens, les Américains, etc., ont essayé de mettre un peu la pression à Abiy Ahmed pendant le conflit. Il y avait des manifestations d'organiser avec des drapeaux russes. Donc, pour nous rappeler que, attention, on peut se tourner vers d'autres partenaires. Donc, ça va être une vraie difficulté pour nos démocraties, justement, de savoir manier cela. Qu'est-ce qu'on doit faire face à ça ? Ça va être un vrai problème. Et je suis tout à fait d'accord avec vous sur l'aspect francophonie, effectivement, à Djibouti, sur lequel il faut insister. Moi, je l'entends depuis une dizaine d'années que ça chute. Ils ont dû rajouter un examen post-bac sur le français. Donc ouais, là, c'est vraiment quelque chose qui peut, à moindre coût, j'allais dire, me semble-t-il, pour porter vraiment la langue française à Djibouti et dans la région. La question que vous me posez sur que faire avec Abiy Ahmed, le Premier ministre Abiy Ahmed, je ne saurais véritablement pas y répondre parce que tout simplement, je sais que la France a continué à garder beaucoup de liens avec l'Éthiopie pendant le conflit. Je crois que des entreprises françaises sont allées là-bas dernièrement, que ça fait partie justement de cette Afrique non traditionnelle pour nous vers laquelle j'invite à investir et qu'une fois que l'Éthiopie, donc on a en France, on voit souvent l'Éthiopie comme la famine des années 80, mais on oublie toute la période de développement qui a eu lieu dans les années 2000-2010. C'est une future puissance du continent africain. Ils ont intégré les BRICS. Mais comment gérer effectivement politiquement Abiy Ahmed ? Je pense qu'il faudra beaucoup pousser sur la justice. Il faut qu'il y ait une justice face aux 3 ans de conflit qui ont eu lieu. Et le conflit, le pays ne pourra se reconstruire et l'Éthiopie ne pourra être une ou fédérale, mais ne pourra se construire la nation éthiopienne qu'en ayant une justice après ce qui s'est passé. Donc je pense que la France et l'Union européenne peuvent accompagner et pousser Abiy Ahmed sur ce chemin. Très bien. Est-ce que M. Antil ou Benantar, vous avez un point à rajouter sur francophonie ou...
Ou Global Gateway, hein, est-ce que Global Gateway a un sens en Afrique? Enfin, quelle est la pertinence de Global Gateway en Afrique de l'Ouest, par exemple? Alors, on ne le voit pas encore vraiment émerger, malheureusement, mais je vais me concentrer sur disons sur la partie francophonie que Monsieur le député Larsonneur a évoqué. Ancien élève, alors, d'après ce qu'on comprend. Oui. C'est un des paradoxes de la politique africaine de la France vis-à-vis de la politique africaine de la France, c'est de assez peu s'appuyer sur la francophonie, sur les institutions de la francophonie d'abord, mais ensuite plus largement de s'être un peu désengagé de l'enseignement supérieur, de tout un tas de coopérations, alors qu'il y a une demande très très forte sur l'enseignement, sur la coopération scientifique, sur l'accès à des ressources scientifiques en ligne. Il y a une véritable appétence du français, de la coopération avec la France sur ces aspects, dans les pays francophones d'ailleurs, comme dans les pays non francophones. Je vois dans les pays d'Afrique de l'Ouest qui sont entourés de pays français, il y a une demande de français, tout simplement pour pouvoir communiquer avec ses voisins. Et si on regarde un peu les chiffres de ce qu'on appelait à l'époque les coopérants français, qui étaient assez nombreux dans les institutions de formation, on a beaucoup désinvesti ce secteur, alors que c'est un levier d'influence considérable. Quand vous parlez avec pardon d'être anecdotique, mais ça donne un peu de chair, disons, à mon propos. Quand vous parlez avec des gens qui ont la quarantaine ou la cinquantaine, il y a dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, ils ont tous la nostalgie d'un prof français qui les a marqués ou de choses comme ça. Et c'est beaucoup moins vrai pour les générations qui suivent. Ça, c'est une réflexion qu'il faut mener très très fortement. On a un levier naturel d'influence dont on se sert finalement assez peu. Très bien, merci. Voire même parfois on appelle nous-mêmes des événements avec des noms anglais. Donc il faut qu'on fasse attention également à ça. Nous avons une question de Mélanie Thomas. Je crois que ce sera potentiellement la dernière, sauf si... Ah voilà. Et on en aura une autre après. Mélanie Thomas, on en aura 3 autres après. Autant pour moi. Vous avez la parole là. Merci Monsieur le Président. Madame et Messieurs, merci pour vos propos qui sont passionnants ce matin. Vous avez beaucoup évoqué à travers les échanges la Corne de l'Afrique et la place forte que constitue Djibouti. Et je voulais revenir sous certains aspects et sous un certain angle sur cette question stratégique de la Corne de l'Afrique. On évoque beaucoup l'influence sino-russe sur le continent africain. On se questionne aussi sur la présence de la France dans cette zone. Je souhaitais revenir à travers une question toute simple sur la question du Moyen-Orient. Dans quelle mesure les pays du Moyen-Orient, voisins, de par leur proximité géographique, ont-ils eux aussi une influence sur cette corne de l'Afrique ? Vous avez cité au début de vos propos les Émirats, le rôle des Émirats notamment comme un partenaire, un pays partenaire pour Djibouti, et l'axe de la mer Rouge, également stratégique. Donc comment Afrique et Moyen-Orient communiquent, dialoguent, et comment s'organisent les flux entre ces deux territoires? Je vous remercie. Alors merci, je ne m'attendais pas à une telle influence de questions pour terminer l'audition, donc je vous propose de prendre les autres et éventuellement de faire chacun une réponse consolidée, si possible en restreignant la question autour de 1 minute. La parole est à notre collègue François Piquemal. Merci Monsieur le Président, merci à vous pour ces présentations et ces exposés. Nous, on se réjouit d'entendre évidemment que la francophonie peut être un levier pour demain dans les relations entre la France et les pays de l'Afrique. On regrette d'ailleurs qu'il y ait eu la suspension des visas en provenance du Sahel l'été dernier, et on se réjouit que certaines lois ne passent pas, qui auraient restreint la francophonie à moyen ou à long terme entre la France et les autres pays. Je vais venir sur le Mali, puisque le fait marquant là, de ces derniers jours, c'est le départ officiel de la MINUSMA, avec quand même 180 morts de son côté sur les années où elle a été engagée. Je crois plus de 15 000 soldats, ou en tout cas personnels engagés. Et finalement, j'aimerais savoir ce que vous en pensez, mais peut-être pour aller plus loin, parce que vous avez quand même donné déjà des éléments dessus. Quel rôle peuvent avoir les pays africains avec l'ONU, et quel rôle peut avoir l'ONU vis-à-vis des pays africains?
Voilà, je serais curieux d'avoir vos réponses. Je dois faire court, donc je m'arrête ici. Très bien, merci. La parole est à Jacqueline Maquet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Madame et Messieurs, pour ces différents exposés. Ma question s'adresse à Monsieur Antil. En considérant l'approche collaborative à la sécurité mise en avant par le Président Macron, qui englobe la formation, l'équipement et le soutien des forces de sécurité africaines, ainsi que la coopération renforcée en matière de renseignement et de lutte contre le terrorisme, comment évaluez-vous l'impact potentiel de ce modèle de partenariat sur la stabilité à long terme en Afrique? Plus spécifiquement, dans quelle mesure cette transition vers un modèle où les pays africains sont en première ligne des opérations sécuritaires, avec l'appui de la France et de ses partenaires européens, pourrait-elle influencer sur la sécurité en Europe? Merci. Merci. La parole est à Karine Benchek. Oui, merci. Je vais essayer d'aller vite et me concentrer plutôt sur le Sahel. Est-ce que nous pourrions imaginer que les politiques européennes de contrainte des mobilités sahéliennes, que vous connaissez bien, notamment vers le nord, ont pu participer à la marginalisation du Sahel et à sa déconnexion de sa rive nord historique, que sont les pays du Maghreb? Et par ailleurs, vous avez abordé en partie cela, mais est-ce que le démantèlement de la diplomatie française qui s'appuyait dans la région, notamment sur un réseau constitué, vous avez raison, de plusieurs milliers de coopérants qui ont disparu avec la disparition du ministère de la COP, qui s'appuyait aussi sur un réseau de diplomates spécialistes de la zone, a pu jouer un rôle? Est-ce que tout ce démantèlement a pu jouer un rôle? Est-ce que le fait que la France ait investi moins de 3% de ses moyens de coopération au Sahel ces 10 dernières années a participé à cette perte de pied de la France? Et enfin, est-ce que la fin de la diplomatie de métier, du coup, vous paraît de bon augure? Merci. On fait une toute petite intervention d'Aurélien Saint-Toul. Oui, très bref. On n'a pas parlé des États-Unis, donc j'aimerais que vous entendre sur la relation qui existe entre la France, les États-Unis et les États africains. Je pense évidemment au changement de pied, ou en tout cas à l'attitude spécifique des États-Unis au Niger, qui nous a laissé un peu isolés, à la façon dont le chef de fila français exercé au Sahel pouvait se concevoir et se conçoit largement aussi comme une forme de délégation par les États-Unis, dans le cadre des relations, par exemple, qui existaient entre MINUSMA et Barkhane. On sait que certains éléments des membres de la MINUSMA, notamment allemands, référaient régulièrement plutôt en cadre OTAN que dans un cadre réellement africain ou onusien. Donc voilà, j'aimerais vous entendre sur ces sujets-là. Merci. Alors, il nous reste moins de 5 minutes, puisqu'ensuite nous devrons monter en commission des affaires étrangères. C'est pourquoi je vous propose de piocher dans les questions avec 1 ou 2 minutes d'intervention chacun. Peut-être qu'on peut commencer dans l'ordre inverse des présentations initiales avec Monsieur Benantar, si vous souhaitez commencer sur la question qui vous intéresse. Concernant le Moyen-Orient et l'Afrique, il y a un certain discours, en tous les cas des analyses qu'on rencontre de plus en plus dans le Golfe sur la nécessité de développer les relations avec la Corne d'Afrique, considérée comme la profondeur stratégique du Golfe, en essayant de réactiver des liens très anciens entre la côte Est et le Moyen-Orient. Mais le Golfe n'agit pas en tant qu'ensemble, puisqu'il n'existe pas en tant qu'ensemble, comme l'Union européenne. Donc il y a des rivalités entre les États, entre l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar. Les trois se servent de levier d'influence économique, à savoir l'investissement. Mais en fait, il y a une sorte de partage des rôles. Le Qatar s'intéresse davantage à la médiation au Soudan, mais en Éthiopie aussi. Les Émirats, leur stratégie portuaire. Et les Saoudiens, une stratégie à la fois un peu économique, mais un peu religieuse aussi. Donc c'est une région, en tous les cas, qui intéresse énormément les pays du Golfe. Sur le Mali, la MINUSMA, ça a été évoqué par vous, par quelqu'un d'autre aussi. Désolé, je n'ai pas retenu le nom. Évidemment, c'est une mission qui ne fonctionnait pas très bien. Et en fait, il y avait des problèmes de rivalité. Et on voit les limites de la coopération internationale avec les Africains. Et par exemple, pour l'échange de renseignements, les pays européens, notamment l'Allemagne, mais d'autres aussi, préfèrent le standard de l'Alliance Atlantique parce qu'il est plus élevé
que le standard onusien. Et de fait, le partage du renseignement se faisait entre les Européens, mais pas avec les Africains avec lesquels on est censé travailler. Donc, en termes de contingent, ils constituent la plus grosse partie du contingent, mais en termes du contrôle des opérations, ils sont marginalisés. On revient à la problématique de l'appropriation et l'africanisation. Très rapidement, sur la déconnexion Sahel-Maghreb, il y a une déconnexion plus ou moins, en tous les cas historique. Les pays maghrébins étaient, jusqu'à une époque très récente, totalement tournés vers le nord. Ils ont oublié leur profondeur africaine. Ça fait à peu près 10 ans qu'il y a une refonte un peu de cette politique maghrébine en Afrique, le Maroc d'abord, puis l'Algérie, mais il n'en demeure pas moins que l'Union européenne joue un rôle qui force un peu la relation à travers l'externalisation de la gestion migratoire et frontalière. L'Union européenne intervient dans la définition des relations du Maghreb avec son voisinage immédiat, à savoir sahélien, dans le sens où des espaces qui étaient là, des espaces de mobilité jusqu'alors ouverts, ont été fermés et les pays maghrébins instaurent le système des visas sous pression européenne, mais aussi ils ont des intérêts aussi en la matière. Donc, in fine, l'Union européenne participe d'un processus de déconnexion entre ces deux ensembles africains. Voilà, merci. Merci et désolé, on a un temps très contraint, Madame Le Gouriellec, un peu moins d'une minute. Je vais juste clarifier juste un point. Donc les pays du Golfe ont toujours eu des relations avec les pays de la Corne de l'Afrique. Les Émirats n'ont plus de relations, enfin, ont des relations, mais ne sont plus à Djibouti. Ça n'est pas un partenaire, puisque Djibouti a nationalisé son port et renvoyé les Émirats. Néanmoins, les Émirats contrôlent une bonne partie des ports de la mer Rouge, et que ce soit l'Iran, la Turquie, etc., sont présents dans la Corne de l'Afrique. Merci pour la brièveté, enfin, Alain Antil. Oui, de manière très lapidaire, et je m'excuse de ne pas répondre à toutes les questions. Sur la MINUSMA, son mandat, c'était d'appuyer les accords d'Alger. Vu que le respect des accords d'Alger n'est pas l'objectif politique du Mali, cette mission n'avait plus raison d'être, d'une certaine manière. On peut le déplorer. Je note que l'année 2023 est l'année où on a annoncé la fin des 2 plus grosses opérations de l'ONU en Afrique, c'est-à-dire la MINUSMA et la MONUSCO. Donc on est en train de passer dans une autre phase. Il y a d'autres demandes. Sur l'approche collaborative, les annonces qui ont été faites par l'exécutif français sur passer en deuxième ligne, appuyer, sont moins exposantes politiquement. Et vraisemblablement, on va dans le bon sens en annonçant ce type d'implication. Par rapport à la question de M. Karim Bencher, effectivement, il y a une réflexion à faire autour de notre appareil diplomatique. Il me semble, ces dernières années, c'est ce que j'ai perçu, que les postes de diplomates en Afrique ne sont pas les plus valorisés au Quai d'Orsay. Il y a une réflexion à avoir sur ce point. Merci. Et sur France-US-Niger, pendant la guerre froide, il y a eu un partage des tâches entre les États-Unis, l'Angleterre et la France sur certaines zones. La France s'occupait de l'Afrique francophone. Il est probable que les États-Unis ne jugent plus la France capable de mener à bien certaines missions en Afrique francophone. Très bien, ben merci à tous les trois. Désolé pour ce temps très contraint. J'ai été surpris par les 5 dernières questions qui n'étaient pas prévues. Et on se retrouve, mes chers collègues, tout de suite pour l'audition du Bervédrine en salle de la Commission des Affaires étrangères. Merci beaucoup.